des écrans. Bonsoir ou rebonsoir, l'actualité s'est accélérée en Ukraine avec des points revendiqués par Vladimir Poutine, on va le voir sur le terrain militaire et sur le terrain économique. Nous sommes avec Kadi Adoumdouas. Bonsoir Kadi. Bonsoir Darius. Et nous recevons ce soir l'amiral Jean-Louis Vichot. Bonsoir amiral, vous êtes ancien chef d'une mission militaire auprès de l'OTAN, évidemment, dont on va beaucoup parler ce soir. Didier François, fidèle de ce plateau, reporter de guerre, spécialiste des questions de défense. Bonsoir Ludmila Totieva. Vous êtes ukrainienne à Paris, consultante en politique publique. On va parler avec vous des Occidentaux, des divisions des Occidentaux entre eux. Le départ de Boris Johnson a une certaine importance, bonne ou mauvaise nouvelle. Je sais que c'est une bonne nouvelle pour Patrick Martin-Genier, qui est son ennemi déclaré de très longue date. Mais on va voir que pour les Ukrainiens, c'est plutôt vu comme un recul. En tout cas, il était très aimé des Ukrainiens. Et puis Pierre Lerin, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Union soviétique, vous signez La Russie, l'Ukraine, une histoire entre deux destins. Mais d'abord le sommaire, avec vous Kadi. Et oui, cette nouvelle mise en garde de Vladimir Poutine à l'Occident. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, c'est ce qu'il affirme. Après plus de 4 mois de guerre, le Kremlin affiche plus que jamais sa détermination, faisant craindre les pires scénarios. Nous reviendrons également sur la popularité de Vladimir Poutine en Afrique et l'espoir suscité par la Russie dans un nouvel ordre mondial dans lequel l'Afrique pourrait bien tirer son épingle du jeu. Et face à Vladimir Poutine et à cet axe anti-occidental, les puissances démocratiques sont-elles unies? On verra comment, et on vient de le dire, le départ de Boris Johnson complique un peu plus la tâche de Volodymyr Zelensky de mobiliser ses partisans les plus déterminés. On se retrouve après un court instant. À tout de suite. By Diesel. Le nouveau parfum. Et voilà, si vous cherchez souvent où commence et où s'arrête le sac poubelle, c'est qu'il est temps de venir tester votre vision gratuitement chez Atoll. Dispositif médical. Vous savez pourquoi on vous dit de taper carglass.fr? Parce que quand on cherche juste Carglass sur Internet, on n'est pas toujours sûr de trouver le vrai site Carglass. Alors si vous ne voulez pas de mauvaises surprises et avoir tous les avantages Carglass, prenez votre téléphone, tapez dans la barre d'adresse qui est juste là, www.carglass.fr, et vous êtes sûr d'être sur le vrai site Carglass. En plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass remplace. Vous voyez cet éleveur, cette productrice de fromage et ce producteur de tomates? Ils font tous partie des alliances locales Leclerc. Des circuits courts entre des magasins Leclerc et des petits producteurs. Aujourd'hui, il y a 15 000 alliances locales pour développer leur activité. Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local. Leclerc. Bonjour, je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport, le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie. Non, j'en doute. Nouvelle Alfa Romeo Tonale hybride. Live unpredictably. Si on vous dit des produits de qualité, surgelés, frais et épicerie livrés chez vous jusqu'à la plus petite route de campagne par des livreurs attitrés et attentionnés, vous nous dites « C'est dingue !» Et on vous répond que oui, c'est Place du Marché. Testez-nous. Une commande est offerte pour 3 commandes livrées. Place du Marché, la solution pratique pour vous faire livrer vos courses de la semaine. Commandez sur placedumarché.fr ou par téléphone au 30 40. C'est bon, elle est enfin prête? Voilà. Ah d'accord. Donc déjà que j'ai attendu 1000 ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus ça me coûte la peau des fesses. Oui, madame. Et ben voilà. Sinon, maintenant, pour votre véhicule électrique, il y a la e-révision Midas avec garantie constructeur préservée. Merci, madame. Mais non, du coup. En ce moment, moins 30% sur les plaquettes de frein. Midas. Pour vous, on se dépasse. Chez Poltron & Sofa, nous sommes toujours heureux de vous revoir. Avec la collection Rendez-vous, retrouvez le plaisir de vivre à votre rythme. Avec le canapé lit Sariano, avec son vrai matelas à 1039 €. Et vivez des moments magiques avec le canapé d'angle Tiedoli et son mouvement relax électrique à 1469 €. Vous voyez, chez nous, vous êtes toujours les bienvenus.
Poltrone Sofa, autentica qualità. Et voilà. Bonsoir ou rebonsoir, plusieurs signaux négatifs se succèdent pour l'Ukraine. Progression militaire russe, maîtrise du blé ukrainien par la Russie à grande échelle. Et maintenant, ces menaces pleines d'aplomb de Vladimir Poutine avec Kadi Adoumdouas, le président russe affirme qu'un nouvel ordre mondial est en train de se créer. Oui, alors des propos dans lesquels on ne sait pas vraiment comment prendre ces déclarations de Vladimir Poutine. Écoutez, à l'occasion d'une réunion avec les chefs des groupes du Parlement, le chef de l'État a été très clair effectivement sur la possible radicalisation de la stratégie russe. Écoutez. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Voilà, une nouvelle menace de sa part, près de 5 mois après l'invasion russe en Ukraine. En tout cas, Vladimir Poutine ne laisse aucun doute sur ses intentions. Mais je tiens à souligner qu'ils ont déjà perdu depuis le début de notre opération militaire spéciale. Parce que le début de celle-ci signifie le début d'une rupture fondamentale dans l'ordre mondial à la manière américaine. C'est le début de la transition de l'égocentrisme libéral mondialiste américain vers un monde véritablement multipolaire. Voilà, des déclarations qui font craindre le pire, Darius, à savoir qu'effectivement les Russes ne se contenteraient pas du Donbass et des territoires déjà conquis. Et ce n'est pas Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, qui va rassurer l'opinion. Il a évoqué cette semaine le recours à l'arme nucléaire sur son compte Telegram et il écrit ceci: l'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité, rien de moins. Alors je rappelle juste que Dmitri Medvedev, il est actuellement vice-président du puissant Conseil de sécurité russe. Merci Kadi. J'essaie de noter les mots qu'utilise Vladimir Poutine. Égocentrisme américain, libéral, mondialiste. Est-ce que c'est un habillage idéologique, Patrick Martin-Genier, ou est-ce qu'effectivement il y a l'intérêt de puissance de la Russie, mais aussi une forme d'idéologie que porte Vladimir Poutine ? Ah oui, très clairement. Pour moi, il faut le dire très clairement ce soir, c'est une idéologie de fascistes. Ce sont les fascistes du Kremlin qui veulent créer un nouvel ordre mondial. Ils veulent réfuter le multilatéralisme. Ils ne veulent plus de cet ordre américain, entre guillemets. Et donc, ils veulent... Et d'ailleurs, on l'a vu avec Lavrov qui a quitté la conférence du G20 à Bali. Il n'a même pas écouté le discours du chef de la diplomatie ukrainienne. Donc, ils ne veulent plus de multilatéralisme. Ils menacent sur le plan nucléaire les autres pays. Et ils veulent créer un ordre au bottes, finalement, de la Russie. Voilà, ils veulent reconstituer non seulement leur glacis, mais avec les menaces qu'ils profèrent, des menaces nucléaires. Et cela devient très inquiétant, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils professent des menaces. Eh bien, cela devient très inquiétant. Et on finit par se dire qu'à force de proférer de telles menaces, notamment sur le plan nucléaire ou sur le plan militaire, dire que vous n'avez qu'à venir en Ukraine, vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons vous vaincre sur le terrain, ça devient... très inquiétant, même si à court terme, on ne voit pas bien comment il pourrait effectivement mettre à exécution cette menace. Amiral Vichot. Il y a peut-être aussi une réaction précisément au G20 et une réaction au fait que le dernier séminaire économique qui s'est déroulé en Russie a été un échec cinglant pour Vladimir Poutine, puisqu'il a été boycotté par pratiquement tout le monde. Et donc, il a besoin d'exister. Et il sait qu'il ne peut exister que par la terreur, et la terreur militaire, voire nucléaire. Mais il oublie que le monde n'est plus multipolaire, n'est plus uniquement américain depuis longtemps, avec l'émergence de la Chine et le pivot vers l'Asie. Donc aujourd'hui, le rival des Américains, et aujourd'hui encore, malgré les efforts de Poutine en Ukraine, ça reste la Chine. La première préoccupation du chef d'État américain, c'est pas Poutine, c'est Xi Jinping. Et cependant, Didier François, vous qui avez beaucoup été en reportage en Afrique, en Asie, dans toute une partie du monde, quand Vladimir Poutine dit l'ordre américain, l'égoïsme, dit-il, des Occidentaux et des Américains, c'est fini, ça porte, ça résonne à tant d'oreilles dans ce monde-là. Alors c'est un peu la version poutinienne de la stratégie tiers-mondiste de l'Union soviétique, où on remet en cause l'ordre mondial, évidemment, qui est pour eux uniquement américain, effectivement.
En plus, il vient d'écarter de fait le multilatéralisme qui était représenté par les Nations Unies, puisque c'est la première fois qu'un pays membre du Conseil de sécurité, non pas attaque un autre pays, puisque c'est bien toujours le 2 poids 2 mesures, puisqu'il va faire référence au fait que les États-Unis l'aient fait en Irak, mais le fassent en Europe. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il joue sur... alors, il voit donc évidemment les Européens... voyant remettre en cause cet ordre établi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait quand même fait régner la paix pendant 70 ans sur notre continent, sont effrayés. Mais le reste du monde, qui lui n'était pas protégé d'un certain point de vue par cette espèce d'ordre mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale, et qui connaissait les guerres, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, se disent bon c'est leur tour, mais c'est pas pire qu'avant. Et c'est là-dessus qu'il joue. C'est sur cette espèce de 2 poids 2 mesures dont il accuse les Occidentaux et qui fait écho à ce que pensent beaucoup de gens dans le monde. Pierre Lerin, beaucoup de gens dans le monde qui écoutent cela et qui se sentent une forme d'identification. On va évoquer dans un instant avec Kadia Doundouas le monde africain. Ce ne sont pas seulement les élites, beaucoup d'Africains sont plutôt du parti de Poutine que du parti de nous autres occidentaux. Oui, je crois que c'est une généralité dans ce que nous appelions jadis le tiers-monde. Voilà, c'est-à-dire les pays qui étaient en voie de développement et qui maintenant sont en voie, pour certains, de surdéveloppement, ne voient pas du tout le problème qu'il y ait une guerre en Europe. Par ailleurs, je reviens un tout petit peu sur les propos de Vladimir Poutine. L'extrait que vous avez montré, c'est 30 secondes sur un discours de plus d'une demi-heure. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout l'essentiel. Qu'est-ce que c'était l'essentiel alors ? L'essentiel, c'était la session parlementaire qui venait de se terminer avec les lois qui ont été votées, etc. Ce qui est important également, c'est qu'on voit que tout de suite, après avoir dit que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, il parle de négociations. Mais ce qu'il dit avant, c'est les Occidentaux veulent nous faire la guerre totale par l'intermédiaire des Ukrainiens et s'ils le veulent, qu'ils le fassent. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, il se place dans le contexte où il y a effectivement une guerre des mots entre les Occidentaux qui demandent la capitulation, la défaite de la Russie, et la Russie qui, elle, dit c'est les Occidentaux qui vont être défaits. Ludmila Totieva, j'aimerais votre réaction à ces images, même de ce qu'elles dégagent humainement chez Vladimir Poutine, cette forme de jubilation où on sent bien que le président russe se dit « mon économie pour l'instant ne se porte pas si mal, j'ai des alliances en Chine, des alliances en Afrique, dans une partie du monde ». Il y a une forme de défi, même par des moments de sourire, d'ironie, de cet homme qui tient une partie du monde dans sa main. Ça fait partie de son personnage. Il était toujours comme ça un peu. Il a des mots très familiers qu'il utilise beaucoup dans ses discours. Alors il n'y a rien de nouveau dans ça. Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il prononce ce discours. Et ce discours aussi, il a la vocation d'être entendu par les Russes. Les Russes, ils n'ont pas, depuis que la Russie a dit qu'il y a une pause opérationnelle dans leur démarche dans le Donbass, il n'a pas pu faire un rapport sur on a fait, je ne sais pas, telle victoire. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Parce que vous faites une image très défaitiste de ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine perd. Non. L'Ukraine est en train de gagner dans la manière où on cible très bien les dépôts d'armes et des munitions très profondément dans les territoires occupés. Et ça, c'est ça qui va faire aussi toute la difficulté pour l'armée russe d'avancer. Alors lui, il le dit parce qu'il n'y a pas de victoire qui était annoncée à la télé russe, mais aussi, ça dépend aussi, il n'y a rien de nouveau qu'il a annoncé. Nous, les Ukrainiens, on n'a pas peur. Nous, on sait ce qui s'est passé. Il a utilisé les meilleures armes, parce qu'il n'y a plus d'Iskander dans telle quantité qui volent dans les cieux. Il a utilisé les meilleurs. Et là, il nous dit, on n'a pas même commencé. Si, il a commencé. Si, il a commencé, il a perdu. Et maintenant, il va faire de cette défaite une victoire pour la population russe. Et pour nous, les Ukrainiens, il n'y a rien d'intérêt, rien de nouveau. Et il veut avoir cette politique, il continue cette politique très révisionniste de tout. Il y a effectivement ce qui se passe en Ukraine, c'est décisif parce que c'est là où il y aura la frontière entre le monde démocratique et le monde autoritaire qui va passer. Ça, Amiral Michaud, à l'instant, Ludmila Totieva,
tempère tout ce qu'on dit sur les succès relatifs de Vladimir Poutine quand on regarde la carte de l'Ukraine. Est-ce qu'effectivement c'est le cas, malgré tout, une forme d'enlisement de la Russie ces derniers jours? Ce qui est quand même saisissant, c'est que la victoire qu'ils viennent de remporter en reprenant Lysychansk, et elle est certaine, ils ont effectivement repris tout l'oblast de Luhansk, mais on pensait que ça serait beaucoup plus rapide. Finalement, ils ont quand même eu beaucoup de mal. Ils n'ont pas pu réussir dans une attaque frontale. Ils ont été obligés d'attaquer par le sud et de contourner la rivière. 45 et avec des rapports absolument considérables de force de part et d'autre. Et aussi des barrages d'artillerie absolument phénoménaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une pause. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire venir des munitions de tous les dépôts de la Russie, y compris des zones les plus lointaines, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui arrivent même de Vladivostok, c'est imaginé. Bon, on traverse tout le continent pour apporter des munitions et surtout des hommes, parce que les Russes commencent à manquer d'hommes. Amiral Vichot, cependant, tous les territoires ne se valent pas. Les terres les plus importantes, les terres agricoles, elles sont en grande partie dans la main des Russes, qu'a dit, et ça, c'est une évolution très importante des dernières années. Oui, le blé encore et toujours, donc on en parle depuis le début. L'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'Europe, on l'a dit plusieurs fois, et elle subit quand même la mainmise de la Russie. Regardez ces données, 22% des terres agricoles ukrainiennes qui sont contrôlées par la Russie, c'est près d'un quart. C'est en quelque sorte un trésor de guerre, on peut le dire. Moscou veut à présent exploiter et exporter ses futures récoltes, grâce au port de Mariupol, qui est passé sous contrôle russe, donc fin avril. Le blé est devenu une arme de guerre de plus en plus au fil de cette guerre, avec d'ailleurs ce cargo russe dont on a parlé, accusé de transporter du blé ukrainien volé. Il a rejoint la Russie après avoir été bloqué plusieurs jours en Turquie. À son bord, 7000 tonnes de céréales ukrainiennes. Notez que l'agence de presse turque DHA affirme que ce cargo a coupé son transpondeur. C'est un appareil en fait qui permet le suivi des navires en mer. L'Ukraine accuse à son tour la Turquie d'avoir permis à la Russie de quitter les côtes turques avec ce chargement jugé illégal. Dans un tweet, regardez, le porte-parole de la diplomatie ukrainienne dit regretter que le navire russe ait été autorisé à quitter le port malgré des preuves présentées aux autorités turques. Il ajoute par ailleurs, l'ambassadeur de Turquie à Kiev sera invité au ministère ukrainien des Affaires étrangères pour clarifier cette situation qu'il juge inacceptable. Didier François, là il y a quelque chose de très construit dans la stratégie. On a vu à quel point Vladimir Poutine s'est trompé, par exemple pour Kiev notamment, et pour beaucoup d'autres de ses buts. En revanche là, il y a une forme de préparation ancienne dans les buts de guerre. Alors en fait, on a vu effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de propagande dans la déclaration de Vladimir Poutine, parce qu'il dit que le pire est à venir, mais enfin il a quand même bien raté son début d'offensive quand il voulait liquider le gouvernement ukrainien démocratiquement élu pour le remplacer par quelque chose à sa botte. Il n'a pas réussi à prendre à Kiev, et donc il recentre effectivement, de la même manière qu'il a recentré ses capacités militaires sur le Donbass, et donc c'est pour ça qu'il progresse, il a recentré son opération diplomatique sur des potentiels alliés. Donc il a effectivement, on l'a vu avec la question du tiers-mondisme, donc il s'adresse à l'Afrique, il s'adresse à l'Asie, il s'adresse à tous les pays qui aujourd'hui se trouvent mal lotis dans la répartition du pouvoir international, et donc la Turquie. Et on le voit bien, cette espèce de tour de passe-passe sur le blé est absolument incroyable, parce que c'est une arme formidable pour lui, et il l'utilise en promettant d'en donner. Alors il y en a qui partent par la Syrie, et il avait fait plusieurs déclarations là-dessus en disant ceux qui seront d'accord avec moi, ils auront du blé, y compris le blé volé aux Ukrainiens. On voit bien que les Turcs à la fois sont dans l'OTAN, mais à la fois, quand il s'agit de traiter de leurs intérêts, comme ils l'ont fait en Syrie, comme ils l'ont fait à Libye... Ils sont de moins en moins dans l'OTAN. Ils sont de moins en moins. Ils sont officiellement dedans. Mais finalement, ils font l'objet objectif des Russes. C'est incroyable. Ils l'ont fait en Syrie, ils l'ont fait en Libye. Attendez, pas tous en même temps. Oui. Non, mais excuse-moi, mais j'interromps Didier, mais je veux dire par là qu'ils n'ont plus rien à faire dans l'OTAN. Ces gens-là ont un double jeu. Ils font le jeu objectif des Russes, il faut le dire ce soir. Ils menacent encore de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, alors que le Parlement allemand vient de ratifier. Et finalement, ils ont dit qu'ils allaient interrompre ce navire, et ils le laissent passer. Donc ils sont objectivement, aujourd'hui, ce soir, alliés de la Russie. Donc ça, c'est très intéressant. Pardon, voilà. Juste là qu'on comprenne bien, vous êtes en train de dire que la Turquie, on parlait tout à l'heure de la Chine ou de l'un ou l'autre,
que la Turquie aussi joue un jeu qui, à bien des égards, sert la Russie? Très clairement. Hein, ils négocient, ou alors ils disent aux Américains, donnez-nous encore des armements. Enfin, ils négocient, c'est purement commercial. Mais aujourd'hui, très clairement, ils font le jeu des Russes. Ils sont les maîtres du détroit des Dardanelles et du Bosphore. Mais finalement, ils sont plus proches des Russes et ils n'appliquent pas les sanctions. Ils prennent du blé, ils achètent du blé ou ils en prennent qui ont été piqués aux Ukrainiens. Ce sont des complices de ce qui se passe en Russie. Donc on voit bien effectivement se mettre en place une stratégie russe, pour finir de répondre à la question qui était posée, qui est une stratégie diplomatique où, qui est du marchandage. Est-ce que là aussi, on ne va pas de déception en déception du point de vue de l'assurance occidentale? On avait l'impression que la Turquie, pour ce qui est de la Suède et de la Finlande, avait fini par se rallier, que la Turquie avait des choix plus clairs. On voit que ça n'est pas si clair encore aujourd'hui. Toujours se battre. Mais non, parce qu'ils demandent l'extradition de réfugiés kurdes. Comment voulez-vous que la Suède accepte d'extrader des réfugiés kurdes compte tenu de la géopolitique? C'est impossible aujourd'hui. Impossible. Juste un point plutôt positif pour dire que effectivement on peut pas exporter tout le blé par les voies de train, mais la Roumanie par exemple, ils ont débloqué des anciens rails soviétiques pour justement faciliter le dépôt du grain ukrainien et du blé ukrainien. Alors il y a forcément d'autres types de solutions qui sont en parallèle, en exploitant différentes solutions. C'est une solution aussi qui était mise en place pour accélérer un peu ce qui marche pas forcément bien. Alors l'Ukraine, elle a pu transporter 30% plus de blé en mois de juin qu'au mois de mai. Alors c'est déjà pas mal. Tout le monde s'adapte en fait. Amiral ? Oui, bien sûr, la solution, elle viendra lorsqu'on aura réussi à faire ce fameux couloir et à évacuer le blé ukrainien du port d'Odessa dans des convois protégés par des accords internationaux à travers le Bosphore et Dardanelles. Mais là, actuellement, les Russes, ils possèdent 22 millions de tonnes de blé ukrainien qu'ils ont capturés dans les silos des ports, puisque souvenez-vous, quand la guerre a éclaté, ça a bloqué toute l'exportation ukrainienne. Donc ils ont déjà la récolte de l'an dernier qu'il faut qu'ils écoulent. Et c'est bien de celle-là dont il s'agit. Et là, les Russes ne peuvent plus utiliser leur puissance monétaire puisqu'ils n'en ont plus, puisqu'ils n'ont plus accès à la puissance monétaire. Donc ils accèdent à la puissance du blé. Et c'est seulement la concertation internationale qui va jouer sur les cours du blé qui va arriver à lui retirer cet argent de sa poche, si j'ose dire. Et n'oublions jamais que la France produit autant de blé que l'Ukraine. Oui, voilà. Donc il faut se souvenir de ça. Quand tu as 22% des terres agricoles, les terres qui sont actuellement prises par les Russes, c'est essentiellement des terres industrielles. C'est les complexes industriels, le Donbass. C'est pas des terres agricoles. Les terres agricoles, elles restent à prendre. Pierre Laurin. En ce qui concerne la Turquie, je reviens sur cela pour vous préciser un point, c'est que les sanctions sont américaines, canadiennes, européennes, de l'Union européenne. Or, la Turquie ne fait pas partie ni des États-Unis, ni du Canada, ni de l'Union européenne. Donc, elle n'a pas à appliquer les sanctions. Oui, mais enfin, la solidarité de l'OTAN, elle devrait être automatique. Alors, l'Ukraine n'a plus rien à faire dans l'OTAN. La solidarité de l'OTAN, ça fait longtemps qu'elle est mise en cause, justement par la Turquie, qui achète des S-400 russes. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, il n'y a rien de nouveau dans la position turque qui a... disons, pour parler vulgairement, le cul entre deux chaises. Et absolument, et qui a une politique agressive en Méditerranée vis-à-vis des îles grecques aussi. Si on met bout à bout tout ce que vous avez dit, si on met bout à bout entre la Turquie, qui fait un jeu plutôt russe selon vous, la Chine, il faut rappeler ces images qui, depuis quelques jours, rappellent à quel point la Chine semble avoir choisi son camp. La Chine qui, elle aussi, est clairement du côté de la Russie. Tous ces pays émergents dont parlait Hélène Carré-Dancos il y a un instant, qu'on avait sous-estimé. On le dit depuis le départ. Je me rappelle. Enfin, là, les Français, pour ce coup-là, l'avaient dit et essayaient de l'expliquer d'ailleurs aux Britanniques et aux Américains. Attention, la vision ultra-moraliste très anglo-saxonne, qui est c'est les méchants, etc. Ça ne fait aucun doute. C'est eux qui ont envahi. Et c'est Vladimir Poutine qui a décidé de sa propre initiative de briser les frontières reconnues internationalement de l'Ukraine et d'y faire rentrer ses troupes. Il n'était pas forcé de le faire. Néanmoins, la simple position morale ne suffit pas. On est bien obligé de regarder l'ensemble des stratégies appliquées par la Russie dans le reste du monde si on veut y répondre. C'est pour ça que les Français l'ont vu tout de suite. À partir du moment où, par exemple, un pays comme le Sénégal, le président Macky Sall est allé voir Vladimir Poutine pour discuter de ces questions-là en tant que président de l'UEA, il était évident qu'il fallait que nous, Occidentaux, nous nous adressions aussi aux Africains, aux gens du Moyen-Orient, etc., en disant, attention, ce ne sont pas les sanctions qui provoquent la pénurie, c'est le blocus russe.
les sanctions ne touchent pas et qu'on commence à se battre pour dire nous allons trouver des solutions. Parce que si on ne le fait pas, on laisse le terrain libre à la propagande de Poutine et au chantage de Poutine. Et ça, on l'avait vu depuis le départ. On l'a toujours dit en France de ce point de vue-là. On s'est fait traiter de tous les noms à cause de ça. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer aussi la situation militaire sur le terrain et on verra que là aussi la Russie marque quelques points. Rendez-vous après cette courte pause. À tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir, nous revenons à l'événement en Ukraine, événement notamment militaire avec un certain nombre de difficultés rencontrées cette fois par l'armée ukrainienne, Kadi. Oui, après plus de 4 mois de guerre, l'armée ukrainienne, on peut se poser la question si l'armée ukrainienne ne serait pas à bout de souffle. Plusieurs experts militaires en tout cas doutent de la capacité de Kiev à reprendre le terrain perdu, faute de soldats et surtout faute d'armement, les armes qu'ils réclament à corps et à cri. Dernier à s'être exprimé sur le sujet et non des moindres, le secrétaire du Conseil de la défense ukrainienne qui dit l'Ukraine aurait besoin de douzaines de lance-roquettes multiples supplémentaires pour inverser le cours de la bataille dans le Donbass. Pour l'instant, l'Ukraine doit mener une guerre défensive. Alors la bonne nouvelle, Darius, c'est que les États-Unis viennent d'annoncer une nouvelle aide, une bonne nouvelle donc pour l'Ukraine, une aide d'un montant de 400 millions de dollars. Elle comprend 4 systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS. Le lot d'aide inclut également 1 millier d'obus de 155 mm pour des pièces d'artillerie fournies par les alliés occidentaux de Kiev. Notez qu'à l'heure qu'il est, à l'exception de quelques villages, la Russie occupe donc désormais la totalité de l'oblast de Luhansk. Est-ce qu'on arrive à une limite, Didier François, où l'Ukraine a certes une grande capacité de résistance, mais où la contre-attaque est très difficile ? À ce stade, la contre-attaque est quasiment impossible. Ça prendra encore du temps. Honnêtement, là déjà, c'est vraiment... ils font au mieux avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont quand même vraiment réussi à encaisser un choc terrible. Les Russes ont mis tout ce qu'ils avaient, ils ont vraiment concentré leurs moyens et ils ont réorganisé leur capacité offensive dans le Donbass. Ils avaient quand même aligné 3000 pièces d'artillerie et l'essentiel de leurs forces combattantes pour prendre... Il y avait 45 groupes de combat. 45 groupes de combat, c'est énorme, pour arriver sur finalement un front qui était large d'une cinquantaine de kilomètres. C'est pas grand-chose. Donc ils ont quand même mis 2 mois à prendre tout ça. Et ça a été une bataille titanesque. Les pertes des deux côtés ont été assez terrifiantes. Mais finalement, les Russes, ont gagné du terrain. Et les Ukrainiens n'ont pas perdu finalement les 4 brigades principales qui étaient engagées et qui auraient pu être encerclées, qui ne l'ont pas été. Donc finalement, à la sortie, on est encore une fois dans cette situation où les Ukrainiens ont échangé du terrain contre des hommes et du temps, et où finalement les Russes n'ont pas réussi à ce stade à exploiter le gain territorial qu'ils ont. Et donc on se retrouve un peu dans la même position qu'il y a 2 mois, mais disons... une vingtaine de kilomètres en avant. Maintenant, on est face à Slaviansk-Kramatorsk, un peu dans la même situation, avec une petite difficulté pour les Russes. C'est pour ça qu'ils font cette pause opérationnelle. C'est qu'il faut qu'ils se réarticulent. Ils ont un problème de munitions en long. Alors, amiral, qu'est-ce qui manque exactement ? Munitions ? Il manque des hommes et des munitions. Il manque des hommes entraînés et des munitions. Et les forces ont été complètement étriées, puisqu'on sait qu'il y a des groupes tactiques de combat qui ont pratiquement perdu 75% de leurs forces. Donc il faut remplacer tous ces hommes-là par des gens aguerris, volontaires et qui ont envie de se battre, ce qui est un peu compliqué. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une opération de police et pas dans la guerre pour la mère patrie. Donc c'est quand même compliqué de susciter des vocations. Et puis il faut arriver à alimenter, reconstituer les stocks de munitions pour la prochaine attaque. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de percée. Ce qu'on avait très peur, c'est qu'on puisse avoir une échappée, un effondrement d'une partie des forces ukrainiennes et que les Russes puissent projeter des blindés suivis d'un corps mécanisé et qu'ils aillent, par exemple, jusqu'à Dniepro. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été bloqués une fois de plus. Et là, on se retrouve sur une zone, comme le disait très bien Didier, 50 km plus loin. Et l'axe qui se trouve entre... Kharkiv, plus exactement Izium et Kramatorsk et Bakhmut. Ludmila Totieva, les HIMARS en particulier, là, c'est une demande tellement réitérée des Ukrainiens, et là, la livraison qui va venir, elle est pour vous capitale. Oui, c'est capital parce que... Là, sur place, on a 9 HIMARS. Avec les 6, je crois, on a déjà réussi à détruire plus de 20 dépôts d'armes et de munitions. Ça inclut aussi des stations où il y avait le pétrole pour justement fournir tout ça aux lignes de front russes. Effectivement, ça crée des gros problèmes pour cette réarticulation des forces russes. Et il ne faut pas oublier que...
enfin, je sais pas, parce qu'on a l'impression que la guerre, c'est comme un jeu. Il y a ceux qui avancent, ceux qui reculent, et tout de suite, ils devraient avoir une avancée. Mais non, c'est pas possible, parce que c'est aussi une réalité. Il faut juste rappeler que c'est pas un jeu vidéo qu'on regarde sur la télé, c'est la vraie vie. Il y a effectivement des pertes du côté ukrainien. On a su d'ailleurs faire la mobilisation du côté ukrainien de 700 000 personnes. Effectivement, nous, on traite des personnes qu'on mobilise pas du chair à canon, mais on veut qu'ils soient formés. Ça, c'est très important, qu'ils passent par une formation, que ça soit des brigades qui puissent vraiment faire la différence par qualité et pas par la quantité sur le terrain. Et c'est ça qui fait la différence. Et au final, il n'y avait pas eu la percée. Pour nous, le retrait de Severodonetsk et Lysychansk, c'est plutôt en fait un retrait tactique pour qu'on puisse stratégiquement aller mieux et avoir voilà, cette offensive plus tard, quand on aura cette force. Patrick Martin, il y a l'aspect effectivement militaire qui est très important, mais il me semblait quand même, c'est une question que je pose, que les Ukrainiens semblaient plutôt optimistes, parce qu'il semblerait que les armes arrivent de façon plus récente, Maintenant, oui, on est et donc et que cela dépend de cela. On vient d'apprendre aussi que du côté de Kherson, a priori, les militaires ukrainiens disent avoir détruit 2 postes de commandement russes, ce qui veut dire quand même qu'ils continuent à résister et que ces armes semblent efficaces et que, vous l'avez dit, l'efficacité du combat et de la contre-offensive dépendent de l'arrivée effective de ces armements. Et heureusement que les Américains sont là également pour l'acheminement de ces armes, mais il ne faut pas oublier non plus la résistance acharnée, parce que, d'accord, ils ont pris Lysychansk, ils ont pris Severodonetsk, d'accord, mais dedans, qu'est-ce qui se passe? Il se profile une crise humanitaire majeure, les ONG nous le disent aujourd'hui, et de plus, il va falloir évacuer, il va falloir occuper et gérer. Et gérer, ça va être extrêmement difficile, car on sait qu'ils opposent une résistance farouche, y compris à l'intérieur des villes occupées. Pardon de la question un peu naïve, mais j'ai l'impression parfois les plateaux se contredisent d'un soir à l'autre, parce qu'on dit tantôt 9 HIMARS, c'est pas grand-chose, c'est presque symbolique. Non, alors, et là, ce soir, alors oui, mais alors, soyons clairs, est-ce que 9 HIMARS de plus ou de moins, ça change quelque chose ou non? Parce qu'on a entendu les deux versions sur les plateaux. Non, alors. honnêtement, à ce stade, non. Ça va être utile. Alors ça, on a une réponse précise, non. Non. C'est intéressant, pourquoi? Parce que pour l'instant, ça freine les Russes. Oui. Ça ne permet pas à ce stade d'organiser une contre-offensive, pour que les choses soient claires. Il en faudrait beaucoup plus. Donc, et c'est pour ça mais de la même manière pour les Russes. C'est pour ça qu'on est toujours dans cette situation. Mais pardon, soyons encore plus précis. Est-ce que 9 HIMARS, à l'échelle du Donbass, ça représente vraiment un enjeu militaire, ou bien est-ce que c'est un peu symbolique? Non, c'est important parce que ça rend les choses plus compliquées pour les Russes, puisque comme ils tirent à 70 km et que les Russes sont très... Alors, on va rentrer dans des trucs un peu bébêtes, mais l'amiral sait que c'est important, les trucs bébêtes à la guerre. Mais en fait, voilà, 70 km, les Russes, la dernière phase de leurs attaques, c'est 20 km, et ils le font en camion. C'est-à-dire que le transport des obus, ils en tirent beaucoup. C'est très intéressant, on comprend. Ils en tirent énormément, parce qu'ils tirent 60 000 obus par jour. Donc pour transporter 60 000 obus, il faut beaucoup de camions. Et puis vous avez la résistance ukrainienne. Attendez, les trains de munitions. On va finir, voilà. Et donc il faut avancer les stocks de munitions qui sont loin derrière, et donc qui sont protégés, sur l'avant, pour pouvoir les pousser aux troupes qui... Et plus elles sont loin de leur base arrière, plus ce système d'amener des munitions est vulnérable. Et là, sur une profondeur de 70 km, grâce aux HIMARS, et surtout aux renseignements donnés par les Occidentaux, ce qu'on appelle le ciblage, qui est du renseignement actionnable en temps réel, avec des délais très très courts, ça permet évidemment de désorganiser structurellement l'avancée des forces russes. C'est ce qui s'est passé autour de Kiev. Donc il va falloir qu'ils retrouvent une solution pour régler ça. Pierre Laurent, vous étiez plus sceptique sur l'utilité de 9 HIMARS. Oui, et de 12 canons César ou 14, ou ce qu'il en reste, on n'en sait rien. On ne sait pas. C'est question de... Tout simplement pour une raison très simple, c'est que c'est plusieurs milliers de pièces d'artillerie dans le Donbass, de part et d'autre. Les Russes ont des munitions, les Ukrainiens n'en ont plus. C'est plusieurs centaines de lance-roquettes multiples, de part et d'autre. Les Russes ont toujours des munitions, les Ukrainiens n'en ont plus. Et ce sont des munitions que nous sommes incapables de leur donner, parce que ce sont des munitions soviétiques. Donc, 9 HIMARS, effectivement, ça peut retarder ceci, ça peut retarder cela, ça peut permettre des frappes ciblées, momentanées, mais ce n'est pas ça qui va jouer sur le sort des combats. Pour lancer une contre-offensive maintenant, oui, on ne peut pas. Ça, c'est clair, on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez d'armes. Et là, les armes, elles commencent à venir un pas un peu plus accéléré. C'est ça qui, pour nous, est important. Et
En attendant, on n'est pas là juste à attendre. On est en train de cibler stratégiquement les nœuds de ravitaillement de l'armée russe. Et ça aussi, ça freine énormément. Cette pause russe, elle profite finalement aux Ukrainiens, puisque plus on attend, plus ils vont pouvoir récupérer des armes. Ça, on le saura à la sortie. C'est ça, on peut l'espérer. Mais excusez-moi, mais Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, a tourné en ridicule l'intervention de Vladimir Poutine. Car Poutine a dit, nous en sommes qu'au début de notre offensive. Quoi ? Vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes, de soldats qui sont morts, on vous a détruit 1600 chars, et vous prétendez n'être qu'au début de votre initiative. Ils sont quand même en grande difficulté aujourd'hui, donc je crois qu'il y a des difficultés des deux côtés, ce qui veut dire qu'on va avoir encore une fois une guerre très très longue. On n'en a pas parlé, mais les Ukrainiens avancent quand même aussi un peu dans le sud, puisque comme les Russes ont tout mis dans l'Est, les Ukrainiens ont repris du terrain dans le Sud, ce qui gêne les Russes et manifestement les tracasse un peu. Il ne serait pas surprenant qu'on voit des forces se redéployer. Également du côté de Kharkiv, le terrain n'a pas été repris, mais la ligne de front ne bouge plus. Mais en fait, il y a deux vraies questions. Un, est-ce que les États-Unis, parce que c'est les seuls qui peuvent le faire, sont capables de fournir, dans les 3 mois qui viennent, un flux conséquent de munitions et d'armes ? Voilà. Et on n'a pas la réponse à cette question aujourd'hui parce que les Américains eux-mêmes sont en train de regarder avec leur industrie ce qu'ils sont capables de faire et avec leur stock jusqu'où ils peuvent aller. Il faut savoir qu'ils ont donné entre un quart de leur stock d'armes antiaériennes et un tiers de leur stock d'armes anti-chars. Donc on est quand même sur du lourd et ils ont quand même un œil sur la Chine, donc ils ne vont pas complètement, comme on dit, se mettre à poil. Pardon, vous nous dites quand même, dit François, parce que vous aviez l'air de flotter un peu, parce que d'abord vous avez dit... Non, attends, peut-être que c'est là pour les... J'ai le droit de vous taquiner quand même. Vous avez dit dans un premier temps, 9 HIMARS, ça change quelque chose. Ensuite, Pierre Laurent a dit ça ne change rien. Vous avez dit oui, pour l'instant, ça ne change rien. Non, j'ai dit que ça ne changerait pas la donne, les 9 HIMARS. Pour l'instant, ça ne change pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à ce stade, 9 HIMARS, ça ne changera pas la donne. Ça va freiner, mais ça ne va pas changer la donne. Et vous ajoutez maintenant, les Américains ne sont pas sûrs absolument de ce qu'ils vont pouvoir livrer pour l'instant. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu'ils sont capables de livrer, les Ukrainiens non plus. Or, c'est une donnée absolument essentielle, puisque là, pour le coup, effectivement, tout ce qui était munitions et armes anciennement soviétiques, ça a été livré aux Ukrainiens, les Polonais n'en ont plus, les Tchèques n'en ont plus, et on ne fabrique pas assez de munitions pour soutenir cette armée anciennement soviétique. Est-ce que ça va dépendre pas, on va parler dans un instant de Boris Johnson, qui lui faisait figure, à tort ou à raison, des déterminés parmi les déterminés. Est-ce que ça ne pointe pas une petite hésitation de l'Occident où ils ne sont pas si déterminés que ça? Parce qu'en réalité, si on est 100% déterminé, on n'est pas tout à fait sûr qu'on va pouvoir fournir quand on est les États-Unis d'Amérique. Public qu'on essaye de renseigner, auquel on doit une certaine transparence. Ce n'est pas le cas des Russes. Et puis, donc voilà, donc on est à front renversé et on n'est pas en état de guerre comme les Ukrainiens, donc on a une presse libre. Donc il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on doit dire, et il y a des choses qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. C'est toute la différence. Et comme le dit l'amiral, en plus, c'est pas qu'il y a un manque de volonté. Alors Boris Johnson, il fait toujours beaucoup de blabla, etc. Mais enfin, le problème, c'est quelles sont nos capacités de production en termes d'usines. C'est pas très compliqué, ça, c'est pas de la parole, ça. Or, aujourd'hui, l'Occident, qui a des armées depuis 40 ans, n'a pas la capacité de monter en puissance en 2 minutes 50 et en claquement de doigts, parce qu'il faut faire des commandes. Aujourd'hui, si on veut passer de 9 canons César par an à 40, eh ben, il faut aussi qu'on commande à l'entreprise et que l'entreprise, elle crée. Et c'est la même chose pour les obus de 155, etc. Donc c'est une organisation économique. On essaye, on commence à le faire. Mais ne rêvons pas. On n'est pas dans le magique. Donc Boris Johnson, c'est bien gentil parce qu'il parlait beaucoup. Enfin, il avait le même problème que nous. C'est qu'il il fallait aussi que l'armée britannique, elle est complètement, elle est sans. Il était en bisbise avec son ministre de la Défense. Et qui lui disait qu'il n'était pas capable de le faire. Ouais. Les Allemands, pareil. Enfin, le chef d'état-major de l'armée allemande, au début de la guerre en Ukraine, a dit moi, je suis pas capable avec mon armée de terre, est pas capable de manœuvrer. Donc, la vérité des prix, c'est quand même celle-là. La vérité des prix, c'est quand est-ce que nous on redémarre nos chaînes de production de munitions au calibre autant, dont on va avoir maintenant besoin les Ukrainiens, puisqu'on les alimente avec des canons au calibre autant. Et pour les Américains, c'est la même chose. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont fait ce fantastique effort d'armement, ils avaient une chance inouïe. Juste avant, c'était la crise de 1929, et leurs usines, elles étaient vides. Elles faisaient plus de voitures, elles faisaient plus de camions, elles faisaient plus rien. Donc elles sont passées brutalement dans la production en masse de chars, de jeeps, de GMC, qu'on a vu arriver sur les plaines européennes. Aujourd'hui, pas de chance, les usines américaines, elles produisent des voitures et quand ils leur demandent de faire des chars, elles hésitent un peu à transformer complètement leur chaîne de production. Donc c'est un problème industriel qui se résoudra par des voies industrielles. Et ça prend du temps. Exactement. Pierre Laurent.
Oui, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une course de vitesse. Est-ce qu'au mois d'août, il va y avoir un renversement des forces, des armements, etc. Non, c'est impossible. Ce que l'on en disait il y a un mois, on voit aujourd'hui que ce n'est pas possible. Ça prendra du temps. L'embargo sur le pétrole, pas avant 2025. Est-ce que Vladimir Poutine va profiter de ce temps? C'est ce qu'il dit. Ce soir, c'est très frappant dans ses propos qu'a dit Adoum Douas. Selon lui, le temps est en train de basculer, est en train de jouer pour lui. Oui, alors est-ce une provocation ou est-ce vraiment une menace? En tout cas, il a été très clair sur la possible radicalisation de la stratégie russe. On l'écoute. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Voilà, une nouvelle menace qui intervient donc près de 5 mois après l'invasion russe. En tout cas, Vladimir Poutine ne laisse aucun doute sur ses intentions, notamment sur ce nouvel ordre mondial. Regardez. Mais je tiens à souligner qu'ils ont déjà perdu depuis le début de notre opération militaire spéciale. Parce que le début de celle-ci signifie le début d'une rupture fondamentale dans l'ordre mondial à la manière américaine. C'est le début de la transition de l'égocentrisme libéral mondialiste américain vers un monde véritablement multipolaire. Voilà, les intentions sont claires. Donc, les Russes ne se contenteraient pas donc, du Donbass et encore des territoires conquis. Regardez aussi ce que disait Dmitri Medvedev, qui ne va pas rassurer l'opinion. L'ex-président russe évoque cette semaine le recours à l'arme nucléaire. C'était sur son compte Telegram. Il écrit ceci. L'idée même de châtier un pays qui dispose du plus grand arsenal nucléaire au monde est totalement absurde en soi. Cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. Dmitri Medvedev, qui est ni plus ni moins que le vice-président du Conseil de sécurité russe, qui est quand même relativement puissant. Qu'est-ce qui justifie ce relatif aplomb de Vladimir Poutine? Regardons le cours du rouble depuis le début de la crise. On regarde évidemment le cours du rouble en disant est-ce qu'il va ou non s'effondrer? Est-ce que le rouble s'est ou non s'effondrer? Regardons le cours où il en est et comment son évolution a pu se jouer ces derniers temps. Pierre Lerin, votre analyse, est-ce que oui ou non le rouble s'est effondré? Le rouble était au début des combats à peu près $80. 80 roubles pour $1 et il est aujourd'hui à 50 roubles pour $1. C'est-à-dire qu'il a pris de la valeur. Comment expliquer ça? Parce que depuis le début de la crise, on attend le moment où le rouble va s'effondrer et vous nous dites qu'il a pris de la valeur. Oui. Comment expliquer ça? J'en sais rien, moi je suis nul en économie, mais je pense qu'il a dû prendre des mesures. Patrick Martin-Genier. Parce que je pense que globalement, l'économie russe a continué Non, attendez. Excusez-moi, je vois votre tête, mais non, laissez-moi parler. L'inflation a augmenté, mais les recettes de la Russie aux exportations a continué à augmenter. Que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole. On a bien vu l'alliance entre la Chine et la Russie font que les recettes des exportations continuent à augmenter. Voilà, c'est une chose importante. Ensuite, la Banque centrale russe... Je comprends bien, c'est les exportations en pétrole. En pétrole, mais également en gaz. Pétrole et gaz. Elles continuent à augmenter. Oui, et en blé également, les exportations sont florissantes parce qu'ils ont su prévenir avant le boycott dont ils allaient être l'objet. La Banque centrale de Russie continue à soutenir le rouble. Donc il y a toute une série d'instruments qui font quand même... Est-ce que ce n'est pas un pied de nez terrible aux Occidentaux? Parce qu'on a entendu le pied de nez verbal de Vladimir Poutine, mais évidemment la monnaie, tout est là, le symbole si fort de la monnaie. Quand Vladimir Poutine, après combien de jours de guerre, peut dire « Regardez mon rouble », il est fort. Et à tel point, excusez-moi, je vais laisser parler, à tel point que Vladimir Poutine est en train de nous dire à nous, l'Allemagne, la France, Ursula von der Leyen en est parfaitement consciente, la présidente de la Commission européenne, qu'on va nous couper le gaz très prochainement et que de toute façon, ça n'impactera pas les recettes fiscales russes. Rappelez-vous qu'au début, on disait oui, le gaz, le pétrole, c'est plus de 25% des recettes fiscales de la Russie, ça alimente la machine de guerre russe. Eh bien ces exportations, ces recettes ont continué à augmenter et on peut dire aujourd'hui que s'il y a des difficultés internes, eh bien en effet, la Russie résiste mieux que prévu. Non, mais elle résiste mieux que prévu aussi parce qu'elle ne peut plus importer.
elle importait une quantité considérable de produits venant d'Europe, en particulier de haute technologie, de luxe, de tout ce qu'on veut, et elle n'importe plus. Donc évidemment, comme elle n'importe plus, sa balance des paiements est excédentaire, puisque comme elle n'importe plus, tout ce qu'elle exporte lui sert directement. Écoutez, donc, Vladimir Poutine, à ce sujet, sur l'effet ou non des sanctions, là encore, le président russe essaye de revendiquer une forme de victoire. Vous nous direz si elle est factice ou non. Les Européens tentent de remplacer les ressources énergétiques russes, mais le résultat de telles actions est tout à fait prévisible. Avec la hausse du prix comptant du gaz et l'augmentation des prix pour les consommateurs et les ménages. Cela démontre que les sanctions contre la Russie nuisent davantage aux pays qui appliquent ces sanctions. Une utilisation plus poussée de la politique de sanctions pourrait conduire à des conséquences encore pires, voire catastrophiques, sans exagération, sur le marché mondial de l'énergie. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est vrai, Est-ce que c'est vrai ou non pour l'instant, Patrick Martin-Genier? Écoutez, oui, pour l'instant, il faut être objectif. La Russie résiste très bien, les exportations de gaz continuent à augmenter, qu'il y ait des difficultés d'approvisionnement en matériel électronique, d'accord, mais quand on voit que, par exemple, l'enseigne de distribution McDonald's a disparu, il la remplace par une autre, on oublie toujours une chose, c'est que l'économie, c'est d'abord de la géostratégie. La Russie, c'est un sous-continent qui a la capacité, comme les États-Unis, d'être autonome. Outre le fait qu'elle a conclu des accords avec la Chine et d'autres pays, Lavrov, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui là-bas à Bali? Eh bien, il a pris des contacts avec l'ensemble des autres pays pour ne pas être isolé. L'Inde, il a conclu également, l'Inde est aussi quelque part une alliée objective de la Russie, même si elle était présente au G7. Et donc aujourd'hui, où on peut dire que l'économie russe résiste bien et qu'à terme, oui, bien sûr, c'est nous qui allons souffrir le plus dans les mois qui viennent. L'inflation qui affole une partie des opinions occidentales, alors que la Russie, pour l'instant, il faut bien dire que c'est pour l'instant, se tient relativement bien, évidemment, ça donne au discours de Poutine quelque chose comme une provocation qui est difficile à vivre pour les Occidentaux. Oui, c'est ce qui lui donne, excusez-moi, une supériorité stratégique et politique sur l'Occident pour l'instant. Tout à fait. Oui et non, parce qu'en fait, en vérité, ça c'est du calcul purement économique. Alors moi je ne connais rien encore en économie, mais la vérité c'est que là, en ce moment quand même, les Ukrainiens, eux, payent le prix du sang pour arrêter l'armée russe qui, quand même, a décidé de remettre en cause l'ordre mondial sur le continent européen, et que ce que nous donnons aux Ukrainiens pour se défendre fait que nous, pour le coup, alors effectivement, ça va nous coûter en termes de pouvoir d'achat, certainement, mais on n'envoie pas nos jeunes faire la guerre. Et que à ce stade-là, et pour autant, ça affaiblit l'armée russe et ça empêchera Poutine d'avoir d'autres ambitions, parce que bon, il se trouve que comme l'Ukraine n'est pas ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, eh ben on n'est pas engagé par l'article 5, donc c'est pour ça qu'on n'est pas co-belligérant, et que justement, et de ce point de vue-là, Medvedev a raison quand il dit on va pas châtier un pays qui a simultané nucléaire, et c'est bien la raison pour laquelle aucune des grandes puissances occidentales ne veut faire la guerre à la Russie, parce que nous sommes dotés, eux sont dotés, les Américains sont dotés, et que si on commence à se faire la guerre, là on ne sait pas où on va. Donc on aide les Ukrainiens, mais on ne fait pas la guerre directement à la Russie. Est-ce qu'il y a là un manque, Laudmila Totieva, de détermination occidentale? On a compris, Patrick Martin-Genier l'a dit, en réalité c'est surtout le gaz et le pétrole qui fait que la Russie gagne encore plus d'argent dans bien des domaines, encore plus d'argent qu'avant. Ça paraît inouï. Oui, mais bon, après on comprend, parce que c'est la Chine et l'Inde qui profitent pour pouvoir racheter le gaz, le pétrole qui ne sera pas exporté en Europe. Mais le problème n'est pas là. Je pense que le problème, il est dans le fait que jusqu'à ce moment-là, les gens disent que c'est en Europe. Ils disent que ce n'est pas notre guerre. Et vu qu'il n'y a pas cette réalisation que non, en fait, cette guerre, elle est vraiment européenne. C'est une guerre qui est révisionniste, qui veut redéfinir le monde, l'ordre mondial, qui veut affaiblir Poutine. Il veut affaiblir l'Europe. Il veut que l'Europe souffre, qu'elle n'a pas cette stabilité. Et c'est pour ça que, en fait, c'est tellement important d'être unis sur la question de... En fait, c'est notre guerre.
Et quand on dit que c'est notre guerre, alors on assume les conséquences que la guerre, elle peut avoir. Oui, est-ce que vous pensez, excusez-moi, que les opinions publiques aujourd'hui sont prêtes à cela? Non, est-ce que demain, cet automne, vous allez payer le double du fuel, tripler le prix de l'essence, jusqu'où il y a un seuil de tolérance? Et c'est ça la difficulté. Nous sommes, nous, des démocraties. On a une opinion publique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus... Enfin, je parle, alors que je suis partisan de l'Ukraine, mais des gens qui ne sont plus aujourd'hui en situation d'accepter les difficultés économiques considérables que cela. Voilà, non mais tout à fait. Non mais on parle d'un point de vue patriotique, je comprends, mais demain, est-ce qu'en Allemagne, lorsqu'on va supprimer le gaz aux entreprises allemandes qui risquent de s'écrouler, aux foyers français qui rencontrent des difficultés, je pense qu'à un moment donné, oui, le seuil de tolérance sera atteint. Non mais je comprends tout ça, et je comprends que les opinions publiques ne vont pas le prendre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce qui se passe maintenant avec la crise énergétique, c'est dû aux erreurs passées des dirigeants européens qui ils ont vraiment légué leur indépendance énergétique et dans les mains des Russes. Là, c'est pas que, en fait, c'est pas que la guerre en Ukraine. Et si vous voulez, si c'était pas pour la guerre en Ukraine, il y aura un autre moment dans la vie où il faudra pour les Européens de décider. Ce sont les 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel qui a précipité l'Allemagne, oui, il faut le dire, dans le cas de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et là, il y a une culpabilité, on va dire, des dirigeants allemands, il faut le dire aussi, sur le fait d'avoir précipité l'Europe et leur pays dans la dépendance énergétique. C'est facile d'accuser le passé, mais là, présentement, ou dans l'avenir, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que les Allemands, mais aussi les Français, sont prêts de baisser leur niveau de vie de X% mais on n'aura pas le pour choix. La guerre? On n'aura pas le choix. C'est bien ce qui va se passer, c'est ça. Ou alors, effectivement, comme dit Didier, on va se battre. Ouais. Donc, on prépare... Le président a parlé, c'est passé complètement inaperçu, il a parlé d'économie de guerre. On prépare une économie de guerre. Je vous disais tout à l'heure, il faut relancer les chaînes de production de munitions en France et se préparer à produire avec des cadences beaucoup bien supérieures le matériel de guerre. Bon, on va en parler avec la loi de programmation militaire qui arrive là au Parlement très bientôt. Et qui va augmenter 3 milliards encore cette année pour passer à 44. Mais on change complètement d'échelle. Donc après, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez garder votre liberté ? Et à quel prix? Non, mais si même demain, imaginons, demain, la guerre s'arrête, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un accord, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer en business comme usual avec Poutine? Vous allez racheter du gaz? Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est ça en fait. L'Union européenne est en train de développer considérablement à marche forcée une politique afin de développer notre dépendance énergétique. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux opinions publiques que c'est pas automatique et ça sera malheureusement une voie pour passer à une autre chose, une autre voie de développement. Est-ce que la Russie a coupé le gaz à l'Ukraine? La Russie... Nous, si votre question, si nous on perçoit du gaz, non, parce que effectivement la Russie elle a interdit que le gaz passe par l'Ukraine. Et ça fait déjà depuis janvier. Ça passe par la Biélorussie. Ça passe par la Biélorussie. Nous on a nos réserves de gaz et nos gisements de gaz. Alors effectivement, on essaye d'aussi régler ce problème parce que le problème énergétique et les foyers qui vont devoir payer, ça c'est aussi quelque chose qui nous préoccupe les Ukrainiens également. D'autant qu'ils ont piqué les 6 centrales nucléaires de Zaporijia et qu'ils envoient l'électricité de l'autre côté maintenant. Voilà. Donc ça c'est aussi une autre façon de piller les choses. Sur l'indécision européenne, il faut souligner, on l'a montré l'autre jour en termes de proportion, que l'Allemagne en particulier, l'Allemagne est un client de la Russie à un niveau extraordinaire, c'est de la taille de la Chine. C'est-à-dire que vraiment, l'Allemagne paye cash chaque jour que Dieu fait. Des sommes colossales à la Russie. Oui, mais elle paye l'effort de guerre de Poutine. Oui, mais si on revient à la déclaration de Vladimir Poutine, elle est intéressante parce qu'il dit on va changer l'ordre mondial, y compris l'économie mondiale. Ben oui, mais nous aussi on va changer en fait. Lui va changer parce qu'il va vendre à la Chine, mais nous, on va arrêter d'être dépendants complètement. Et c'est exactement comme ça s'est passé avec les masques et au début de la pandémie du Covid. On n'en avait pas parce qu'on n'avait pas fait de stock, parce qu'on avait dit que ça ne servait à rien, puis après on a essayé de les acheter. Et puis maintenant, il va falloir Didier, pardon, l'exemple n'est pas très bon. Je sais, mais c'est comme ça. Parce que, Didier, pardon, l'exemple est très parlant des masques. On a dit, vous allez voir, on va être indépendant. Oui, mais il va peut-être falloir le faire. On est quand même dépendant, on continue d'acheter des masques. Mais là, on voit bien qu'on va commencer pour l'énergie à acheter plutôt aux Américains qu'aux Russes. D'ailleurs, c'est pas. Et voilà. Parce qu'il y a un moment. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, les Allemands continuent comme avant d'acheter massivement à la Russie. Mais quand Vladimir Poutine dit qu'on va réorienter, quand lui dit qu'il va réorienter, les autres aussi vont réorienter. C'est le business.
C'est le business. Non, ils n'ont pas le choix. Patrick Martin-Genier. Les Allemands sont extrêmement pragmatiques. D'ailleurs, ils ont été hésitants. Ils financent l'effort de guerre, d'accord. Mais il est hors de question, le ministre de l'économie, Olaf Scholz, le chancelier l'ont dit, hors de question de faire que l'économie allemande s'écroule. Si on coupe tout, l'économie allemande s'écroule. Hein. Et donc, effectivement, on a beau se dire on se précipite vers une économie de guerre. Non, jamais les Allemands n'accepteront de faire écrouler leur économie et de faire souffrir les ménages allemands qui dépendent beaucoup du gaz russe. Vous dites les choses avec une netteté parfaite. Vous dites cette fameuse économie de guerre dont vient de parler l'amiral Vichot. Non, en réalité, les Allemands, on verra ce qu'il en est des Français, mais les Allemands, c'est le poids lourd en Europe. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, très clairement. D'ailleurs, les mots économie de guerre en Allemagne, je ne suis pas sûr que ça résonne de manière extrêmement après ce qu'ils ont connu de l'inflation entre les deux guerres. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce qui nous concerne, en France, on ne peut pas entendre parler d'économie de guerre exactement pour les mêmes raisons. Ce n'est pas que nous soyons dépendants du gaz, mais nous sommes tellement interdépendants au sein de l'Europe qu'il est très clair que si l'économie allemande diminue, la nôtre va s'effondrer parce qu'elle est déjà très mal en point. Donc, on est pris réellement les uns avec les autres dans un dilemme qu'il faudra trancher avant l'automne. Et Robert Habeck, qui est le ministre de l'économie allemand, n'a ce cesse de dire il ne faut pas, et ça va entraîner, si on devait couper le gaz avec la Russie, une baisse mais considérable du pouvoir d'achat des Allemands. Vous vous rendez compte? Il est hors de question que les Allemands supportent ça, le gouvernement n'acceptera pas, ou ça fera sauter le gouvernement tout simplement. Oui. Est-ce que là, le plan arrive à Berlin, ça fera sauter. Oui, d'accord, mais on est en démocratie. Non, mais les chars, vous pensez que les chars vont arriver à Berlin? Bah, écoutez. Non. Pas demain matin, certainement pas. Ils n'arrivent déjà pas à aller jusqu'à l'est de l'Ukraine. Mais c'est quand même ça la menace lointaine. Enfin, si on a quelqu'un qui a l'arme atomique à côté, qui dit qu'on n'a encore rien vu, qu'il va décréter la mobilisation générale, qu'il va relancer son économie de guerre... Les Occidentaux l'attaquent, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est le dialogue, c'est le ping-pong des menaces des uns ou des autres. Nous ne négocierons pas tant que l'Ukraine n'aura pas gagné. Et lui, il répond, vous allez vous combattre jusqu'au dernier Ukrainien, et puis nous, on a encore des réserves derrière. Attendez, pardon, je m'excuse, mais les mots ont un sens. On croit ou on ne croit pas que les chars russes peuvent aller à Berlin ou veulent aller à Berlin. On y croit, on n'y croit pas. Vous y croyez ou non? Non, je dis que c'est ce que vient de dire Poutine dans sa déclaration. Ce que vous pensez, vous? Non, je ne pense pas aujourd'hui que les chars russes iront à Berlin, parce qu'il y a effectivement la dissuasion nucléaire derrière. Et la dissuasion nucléaire derrière... Mais Poutine ne peut pas ignorer que nous avons tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Donc voilà, c'est sanctuarisé de ce côté-là. C'est pour ça que les Allemands continuent à acheter du gaz. Mais d'un autre côté, il est certain aussi qu'il faut qu'on réfléchisse au fait que nos armées ne sont plus capables aujourd'hui de répondre à une menace. Mais pardon, amiral, ce que l'échange que vous avez eu là, il est d'une clarté totale. Vous dites sans doute qu'ils vont... Et Patrick Martin-Genier dit c'est pour ça que les Allemands vont continuer à acheter du gaz russe, parce qu'en réalité, ils ne se sentent pas menacés. Oui, enfin, qu'ils ne se sentent pas menacés, c'est une chose, mais ils n'ont pas les moyens de faire différemment. C'est leur hoste politique depuis 1945-49, depuis la création de la République fédérale d'Allemagne. Ils veulent continuer ces relations et qu'ils sont parfaitement conscients du danger, mais ils ne veulent pas de guerre. Et si jamais on coupait le gaz demain totalement à l'Allemagne, ce serait l'écroulement total de l'économie allemande. Non seulement l'Allemagne ne peut pas se le permettre, mais l'Europe non plus ne peut pas se permettre. Et ce que le calcul d'Angela Merkel pendant ces 4 mandats, c'était justement de maintenir un équilibre en Europe avec la Russie et d'essayer d'intégrer la Russie. Ce à quoi les Américains s'opposaient systématiquement. Chaque fois que l'Allemagne faisait un pas, ou la France faisait un pas, c'était sabordé par les Américains. Ils ont refusé. Les Russes, ils ont refusé ça. Il ne faut pas dire que c'est les pauvres Allemands, ils ont essayé d'entraîner la Russie, et les méchants Américains, ils ont refusé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas employé de jugement de valeur. Non, bien sûr, mais je vous dis, c'est comment c'est entendu de l'autre côté de l'écran, et ça renforce un peu, ça rejoigne un peu certains intérêts anti-américains qui sont très très présents en France, et il ne faut pas oublier que c'est la Russie qui a fait le choix de ne pas faire le pas avec l'OTAN. Quand il y avait les accords depuis 2000, ils ont été en train de voir comment faire cette coopération. Écoutez, c'était le choix qui était fait par la Russie. Et c'était jamais la porte fermée. En 2000, je vous signale que c'est en 2002 exactement, c'est le contraire. La Russie demandait à entrer dans l'OTAN ou de créer une alliance avec l'OTAN, et c'est l'OTAN qui a refusé.
Non. Non, il y a eu un partenariat qui a été signé. Et ensuite, ça date de 94, le partenariat. Justement, mais après, c'est eux qui n'ont pas voulu rentrer. Et puis, ils ne voulaient pas rentrer longtemps. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Un mot. Ils n'ont jamais voulu rentrer dans le... Alors, soyons précis là-dessus. Du Conseil Russie-OTAN en 2002, c'était le premier pas pour l'intégration de la Russie à l'intérieur de l'OTAN. C'est comme ça que c'était présenté. Beaucoup rapportent une discussion avec Bill Clinton où Vladimir Poutine aurait dit on pourrait entrer dans l'OTAN. Tout ça, c'est oral. Et puis, petite gêne de la délégation américaine, ne sachant pas très bien si c'était une provocation, du lard ou du cochon, comme vous dites beaucoup plus clairement. Alors, lard ou cochon, quoi qu'il en soit, voilà, ça ne s'est pas fait, on est loin de ça. Hein. Il y a eu des gestes beaucoup plus déterminés de la part de la Russie à cette époque et ils ont tous été refusés. Et ensuite, c'était terminé. Je pense qu'à cette époque-là, les Russes ont compris que la grande alliance de l'hémisphère nord, de Vladivostok à Vancouver, ce n'était pas pour maintenant, pour tout de suite, et donc ils ont cessé. Ludmila Totieva, vous venez de parler de l'anti-américanisme de beaucoup de Français. Est-ce que selon vous, c'est une donnée dans la division, on va parler dans un sens de la division du monde, que Vladimir Poutine revendique pour lui, mais on peut la constater d'une autre manière. De notre point de vue aussi, les Occidentaux sont un peu divisés, on vient de l'évoquer, et les Français sont un peu divisés aussi. Il y a une partie des Français qui sont tellement anti-américains qu'ils ont de la peine à être anti-russes. Oui, c'est sûr que, en fait, je pense que la force de l'Europe, c'est aussi l'unité entre l'Europe et l'OTAN. Enfin, je veux dire de l'Union européenne et l'OTAN. Parce que c'est ce front-là qui va pouvoir faire face à des menaces du genre Poutine ou Xi Jinping ou autre type d'État autoritaire. Après, effectivement, c'est parce qu'il y a une histoire et le passage par histoire qui est particulier dans chaque pays. Et effectivement, en France, il y a ce sentiment très fort anti-américain, sauf que il faut faire la face, je pense à la réalité, parce qu'on constate qui a les capacités au final de faire cette protection, qui a la capacité d'entrer dans la guerre ou faire la réponse militaire en cas où les alliés sont attaqués, et on se rend compte que le plus puissant État dans l'Alliance, c'est les États-Unis qui ont les capacités. C'est un réflexe très ancien. De Gaulle, déjà, évidemment, il y a chez De Gaulle une petite pulsion un peu anti-américaine qui était très présente. De Gaulle, quand il dit... Surtout qu'il était contre l'AMGOT. Alors voilà. Honnêtement, sinon, le problème, c'est qu'il ne voulait pas d'administration américaine dans la France. Il ne faut pas refaire l'histoire que le général de Gaulle était anti-américain. Non, il savait très bien ce qu'on devait aux États-Unis, mais il est de bon ton en France d'avoir une petite touche, effectivement, contre les États-Unis pour dire nous voulons être indépendants, nous voilà notre discours entre les deux. Je voudrais dire une chose ce soir, c'est que l'Europe ne s'est jamais fait dans l'anti-américanisme, bien au contraire. Même du temps des années 50-60, au moment de la guerre de Corée, les États-Unis pensaient que l'Europe renforcée, unie, était effectivement quelque chose de très important pour les États-Unis. Alors c'est vrai qu'il est de bon ton d'avoir quelques petits propos anti-américains par-ci par-là, mais en réalité non, les Français ne me semblent pas anti-américains, même si certains partis politiques le sont. Les États-Unis, c'est une création européenne, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, c'est la ça remonte un peu quand même, c'est pas donc, tout à fait récent. La première alliance, c'était avec la France, les États-Unis. Il se trouve qu'il y a quand même... l'Europe de l'Ouest a eu la chance, après la Deuxième Guerre mondiale et à partir de 1945, d'abord d'éviter, et d'où quand même une inquiétude côté français, c'est qu'on n'était pas très sûr d'être à la table des vainqueurs. Et les États-Unis avaient préparé une administration d'occupation. Donc c'est contre ça que la fameuse AMGOT. Donc il avait même préparé les billets, etc. etc. Et donc évidemment, c'est contre ça qu'a lutté le général de Gaulle, à juste titre, avec d'ailleurs l'ensemble des partis politiques français, du Parti communiste jusqu'à l'extrême droite qui était dans la résistance, pas celle qui avait collaboré, et pour avoir... Mais on n'a jamais été occupé par les soviétiques. Quand on parle à des Polonais, à des Tchèques, à des Baltes, à des... Voilà. Là, évidemment, l'affaire est un peu différente. C'est que pendant 70 ans, ils ont senti ce que c'était que la botte et la chenille du char. Donc là, aujourd'hui, nous, on est un peu détendus parce qu'on a une protection nucléaire et le fait qu'on est un peu loin. Ceux qui sont sur la frontière et qui se sont fait écraser la figure pendant 70 ans, ils n'ont pas la même sérénité dans leur approche de l'affaire. C'est ça qui fait qu'il y a une petite différence dans l'histoire. Et donc, eux pensent que les Américains, c'est leur garantie absolue de protection. Et nous, on peut se permettre, effectivement, et donc, il y a des gens chez nous
en plus qui sont un peu fascinés par tout ce qui est autoritaire, qui se disent bon, finalement à tout prendre, c'est pas très très grave tout ça. Ils peuvent leur donner un petit peu de Donbass pour qu'on ait la paix et qu'on paye moins cher notre gaz. Écoutez, le fond de l'affaire, il est là en fait. Cette différence dont vous parlez, les Polonais, c'est l'ancien président polonais. Lech Walesa, on entendra une interview intégrale demain. Lech Walesa dit ce que vous dites. Pour beaucoup d'Européens de l'Ouest, le danger russe, il est relativement à relativiser, en tout cas une partie des opinions de l'Ouest. Ouais. Pour Lech Walesa, le Polonais, au contraire, le danger est si grand qu'il faudrait démembrer la Russie, dit-il. Tant que la Russie actuelle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire selon lui un empire, elle sera dangereuse avec ou sans Poutine, maintenant ou même après Poutine. Écoutez Lech Walesa. La Russie compte plus de 60 peuples qui ont été annexés comme les Ukrainiens aujourd'hui. Il faudrait du coup soulever ces peuples qui ont été annexés par la Russie. Ça, c'est une voie longue et difficile. Mais il faut soit changer le système politique de la Russie, soit réduire le nombre d'habitants de la Russie à moins de 50 millions. Là, évidemment, on est très très loin des Allemands avec nous, on n'est pas dans le problème à 100%. On a un Polonais, figure historique, ancien président, qui dit le danger est si grand qu'en réalité, il faut non seulement libérer l'Ukraine, mais aller plus loin, il faut vraiment vaincre la Russie. Vous partagez ça ? Franchement, chez les Ukrainiens, c'est ce qu'on partage. Parce que nous, on n'a pas des illusions. On n'a pas des illusions sur comment... Parce que en Europe, encore, on peut croire, après toutes les choses que Poutine fait en Ukraine et qu'il a réussi à faire tous les crimes de guerre, tout le bafouement des règles du droit international, on croit qu'il peut être démocratique, ce pays. Mais non, parce que la manière dont il a établi ce système à l'intérieur, les institutions, comment ça marche, c'est toute une machine qui ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on dit, avec la Russie, où il y a le Poutine en tête, où il y a des similaires, parce que c'est ce système-là, il peut produire que des similaires, dans ce cas-là, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être en sécurité en Europe ou nulle part. Et moi, je partage, et comme d'autres Ukrainiens, la même vision. Patrick Martin-Genier. Chacun a son histoire. Les Polonais ont leur histoire, les Ukrainiens ont leur histoire. Je ne m'imagine pas, moi, d'un seul coup, aller démembrer la Russie. C'est complètement irresponsable. Donc, il faut aussi faire preuve de responsabilité. Moi, j'étais en Pologne au moment de l'écroulement du communisme. Là où il y avait encore le général Jaruzelski au pouvoir et Mazowiecki qui était le Premier ministre polonais. Bien sûr qu'il y avait un sentiment anti-russe parce qu'ils avaient été libérés, ils avaient vécu sous le joug communiste. Mais aujourd'hui... il faut qu'on arrête le délire de dire qu'on va aller complètement démembrer la Russie. Ce serait la guerre mondiale. Je veux dire, nous n'avons pas à nous mêler de ce qui se passe en Russie. On ne se mêle pas de ce qui se passe au Venezuela, on ne se mêle pas de ce qui se passe dans les régimes dictatoriaux en Afrique. Donc à un moment donné, bien sûr que je pense qu'un jour il faudra une démocratie, il faudra que Vladimir Poutine soit renversé, mais il n'appartient pas à l'OTAN d'aller démembrer qui que ce soit, d'autant que ça apporterait de l'eau au moulin de ceux qui disent que l'OTAN est une organisation militaire agressive. Patrick Martin-Genier, vous êtes un monstre d'objectivité, je tiens à le souligner, c'est toujours intéressant de voir. Est-ce que chez vous-même, il n'y a pas une légère inflexion ? Vous venez de dire, nous n'avons pas à nous mêler de ce qui se passe en Russie. Si j'ai bonne mémoire, au début de la crise, vous étiez un peu plus offensif en disant... ce régime-là, tant qu'il est en place, ça n'ira jamais, ce sera toujours un danger. Non, mais je suis d'accord, mais il y a une différence entre démembrer la Russie et démolir le régime fasciste de Vladimir Poutine. Il y a deux choses différentes. Je veux dire que demain, ce soit Vladimir Poutine ou un autre, qu'il y ait un coup d'État militaire. Moi, je suis pour que Vladimir Poutine soit renversé, mais je ne me berce pas d'illusions. Mais une fois qu'il y aura de nouveaux dirigeants, est-ce que c'est à nous de dire aux Russes qu'ils doivent démembrer la Grande Fédération de Russie ? C'est ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où il y a une difficulté de compréhension. Je vois tout à fait ce qu'il a dit dans son argument. Il a dit que la Russie est là plus de 60 différents peuples qu'il a inclus. Et il ne faut pas oublier que ces peuples, ils ne sont pas tous d'accord sur des choses. On est d'accord. Et que la Russie, si le régime de Poutine, il tombe, parce que l'Ukraine, elle va vaincre, elle va avoir la victoire, elle va récupérer tout ce qu'il y a à l'Ukraine, dans ce cas-là, vous allez voir la chute du régime de Poutine, et pas que. C'est-à-dire qu'il y a le risque de la réduction du démembrement de la Russie, tout à fait. Ça va se faire. Ça va se faire. Vous laissez faire, et ça va se faire. Sauf que ça va se faire avec des risques très très importants également pour l'Europe, ça c'est certain. Et qu'est-ce que vous allez faire
intervenir ou pas? Non, mais ce voilà. que je veux dire, c'est que ce régime s'écroule de lui-même, c'est peut-être une probabilité. Mais nous n'avons pas, comme le demande M. Valéza, à aller démembrer ou aider à démembrer un tel régime. Pour que le régime et pour que les institutions changent, il faut qu'il y ait une occupation comme c'était dans l'Allemagne nazie. Et ça, c'est pas la question. Mais on ne va pas aller occuper la Russie, c'est complètement. C'est pas la question, effectivement, à ce moment-là de discussion. Pour le moment? Moi, je dirais oui, pour le moment. Galland. On comprend ce que veut dire Vladimir Poutine lorsqu'il dit ils veulent nous attaquer, qu'ils y viennent. Voilà, c'est ce qu'il disait dans son truc. On est dans la logique de la propagande contre propagande. Chacun répond à l'autre et il ne faut pas prêter une attention démesurée à ce que les uns et les autres disent parce que très souvent, c'est dans l'irrationnel. Aujourd'hui, on ne peut pas démembrer la Russie. Peut-être que dans 50 ans, ce sera possible. Et peut-être que dans 50 ans, les États-Unis seront démembrés eux aussi. Peut-être que la France sera une colonie corse. On n'en sait rien. Mais sans aller jusque-là, est-ce qu'il y a dans l'arrière-pensée ou dans la pensée de certains, notamment aux États-Unis, l'idée effectivement qu'il va falloir casser les reins de la Russie, sans quoi elle sera toujours dangereuse? C'était ce qui était pensé dans les années 90, lorsque la situation en Russie était particulièrement instable et on ne savait pas si le régime de Yeltsin allait tenir ou pas. Et les Américains, les néoconservateurs américains, avaient l'idée de démembrer la Russie, de créer des républiques, etc. Puis finalement, ce qui est resté, c'est l'idée que, étant donné que les États-Unis devaient affronter deux adversaires ou deux ennemis, la Russie et la Chine, il fallait d'abord se débarrasser du plus faible pour concentrer des forces pour affronter le plus puissant. Avec le recul du temps, est-ce que ces néoconservateurs avaient raison? C'est-à-dire, quand ils disaient il vaut mieux laisser la Russie s'affaiblir toujours plus, est-ce qu'ils n'avaient pas raison contre les optimistes qui disaient, au fond, Vladimir Poutine, il veut enrichir son pays, petit à petit une classe moyenne va se créer, et puis tout ça va se démocratiser naturellement, ça va être génial. Ça n'a pas eu lieu. L'hypothèse optimiste n'a pas eu lieu. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, mais j'ai lu des rapports d'historiens, de scientifiques américains, allemands, qui disaient « Nous n'avons pas vu monter le fascisme russe ». Quand je dis le fascisme russe, ce n'est pas toute la Russie, mais le fascisme de Vladimir Poutine. Nous avons été aveugles, c'est vrai. Vous utilisez un mot très fort, sans aller jusqu'à fascisme, nationaliste, en tout cas très nationaliste. Non, des scientifiques ont parlé de fascisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais bien sûr, un pouvoir autoritaire, beaucoup d'historiens ont dit ça, un pouvoir autoritaire du potentat. Regardez aujourd'hui un conseiller municipal de Moscou. Conseiller municipal a été condamné à 7 ans de prison pour avoir, lors d'une réunion d'une commission municipale, dénoncé l'opération spéciale en Ukraine. Hop, 7 ans de prison. Qu'est-ce que c'est si ce n'est un régime autoritaire, dictatorial? Voilà. Et donc aujourd'hui, on est aujourd'hui à un paroxysme et on se demande jusqu'où Vladimir Poutine... Alors, situation actuelle, Vladimir Poutine dans son propre empire et Vladimir Poutine à l'extérieur. On l'a entendu tout à l'heure dire, une partie du monde est avec nous. On va être en direct dans quelques instants avec un journaliste africain qui va nous parler de l'opinion d'une grande partie de l'Afrique. Et c'est très intéressant de voir comment les Africains évoluent sur ce point. Mais d'abord, le point là-dessus qu'a dit, il y a effectivement, et on ne parle pas que des dirigeants, on parle des populations, des peuples africains, une sympathie relative pour la Russie. C'est ça, l'Afrique qui donne l'image effectivement d'une population séduite par Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de messages qui en attestent sur les réseaux sociaux. Vous voyez celui-ci, vive Poutine, vive la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de messages qui attestent de ça. Regardez celui-ci. Le camarade Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie, gagne haut la main le sondage de l'Afrique des libertés sur l'homme politique non africain, le plus aimé des Africains. Félicitations chaleureuses, spasiba. Alors d'autres affichent fièrement, ressortis de leurs archives, un selfie avec le chef du Kremlin. La situation, effectivement, elle est beaucoup plus contrastée. Et c'est lié à des faits très concrets. Au final, l'histoire de l'Afrique, tout simplement, et en l'occurrence, la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Ça, c'est très, très important. Le président russe, qui est considéré par certains comme le rempart contre la domination des Occidentaux. Écoutez, cet extrait qu'on a retrouvé, c'est un débat organisé par un internaute africain. C'était la semaine dernière. Écoutez. Malheureusement, moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de la Russie, ou en général peut-être du bloc de l'Est. Tu as parlé tout à l'heure, il y a l'Inde, il y a la Chine et il y a beaucoup d'autres pays. Parce que malheureusement, pour que l'Afrique se libère,
on aura malheureusement besoin d'une autre main pour contrer le bloc occidental. Voilà, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, Darius. Il faut le dire, la Russie a des ambitions très très claires sur le continent. Elle est d'ailleurs déjà bien présente depuis plusieurs années en Afrique, au point de vue militaire, au point de vue diplomatique, au Tchad, en Algérie, au Mali, en République centrafricaine, en Cameroun ou encore au Soudan. Et surtout, depuis 2018, les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain, ils ne cessent d'augmenter. Écoutons Louis Magloire Kemayou. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous votre vision à vous. On a beaucoup dit des dirigeants africains, des dictateurs africains étaient proches de Poutine. On a parlé de grand héritage post-soviétique, etc. Là, ce que nous explique Kadi, c'est plus que ça. C'est une partie de l'opinion, des opinions publiques, populaires africaines qui suivent Poutine. Est-ce que vous l'observez? Oui, c'est sûr que quand on vit d'Afrique, la guerre en Ukraine est quelque chose qui peut être soutenu par les Africains pour plusieurs raisons. C'est que quand ils parlent du nouvel ordre mondial, cela touche à la fois les dirigeants, mais ça touche également la couche des intellectuels qui pensent que dans le partage figé que l'on a eu à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique n'a pas eu la place qu'elle méritait et jusqu'aujourd'hui, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au Conseil du FMI ou à celui de la Banque mondiale, voire dans des organisations plus privées encore, où la puissance européenne s'exerce, il n'y a pas de place pour renverser l'hégémonie des pays européens et des pays occidentaux de façon générale. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que ce multilatéralisme que devait promouvoir l'Organisation des Nations Unies est bloqué d'abord à cause du système de veto au Conseil de sécurité où il y a 5 pays qui peuvent chacun bloquer une décision contre les 194 autres sans que cela ne pose aucun problème. Par ailleurs, le multilatéralisme subit encore un contre-coup avec toutes les organisations privées qui ont été montées à côté des Nations Unies et qui sont devenues aujourd'hui beaucoup plus puissantes que les Nations Unies. Je pense à l'OTAN, je pense à l'Union européenne, je pense à toutes les autres organisations comme le G5 ou le G20 qui sont devenues aujourd'hui des organisations qui évoluent en marge du multilatéralisme. Donc pour toutes ces raisons-là, les Africains se disent qu'il faudrait qu'il y ait un rééquilibrage. Du temps de la guerre froide, certes, c'était pas... Est-ce que c'est un restant de rancune contre les colonisateurs, contre la colonisation française, anglaise, où on considère que les comptes n'ont pas été tout à fait apurés et qu'au fond, la Russie contrebalance cet héritage? Oui, d'abord, il y a l'héritage de l'Union soviétique qui a énormément soutenu les combattants pour la libération des pays africains. L'université Patrice Lumumba à Moscou en est un des symboles. Et puis, il y a beaucoup de leaders africains qui ont été tués, comme Lumumba, par les pays occidentaux. Le maquis au Cameroun ou bien dans d'autres pays qui ont été colonisés par la France-Afrique comme système qui a été mis en place pour permettre à la France de garder une influence sur les pays africains. Les bases militaires, le système du franc CFA sont aujourd'hui des éléments de critique concrets que les pays africains mettent dans la balance. Quand ils disent il faut qu'on ait un peu d'air, il faut qu'on ait quelqu'un qui arrive à montrer aux Occidentaux que même si on est faible, il y a une capacité d'avoir une autre voix et de dire autre chose et de montrer une certaine forme de résistance que nous ne sommes pas capables en tant qu'Africains aujourd'hui de porter et que Vladimir Poutine représente. Restez avec nous, mais prenez juste la guerre, par exemple. Restez avec nous, on poursuit la discussion, mais qu'on comprenne bien, c'est quand même quelque chose qui éclate au visage de beaucoup d'Occidentaux qui avaient l'impression qu'il y avait une forme d'évidence. Souvenez-vous, au début de la guerre, on disait le monde entier, beaucoup de médias ont utilisé cette formule un peu de facilité, le monde entier condamne l'intervention russe, la guerre russe. Et là, on découvre d'abord que les Chinois, vous nous avez parlé tout à l'heure des Turcs, et là, on parle des opinions africaines. Est-ce que ce n'est pas terriblement décevant pour les Occidentaux de voir qu'une partie des Africains prend parti plutôt pour la Russie? Je dirais plutôt du côté ukrainien, ce que moi j'arrive pas à voir, que les Africains voient pas dans la guerre que Poutine mène contre l'Ukraine la guerre coloniale, parce que ce que nous en train de
essaye de faire en Ukraine, c'est de se débarrasser de ce colonialisme russe que Poutine, il est en train de nous imposer et qu'ils ne veulent pas qu'on sorte de cette sphère d'influence. Et nous, on essaie de faire, passer à autre chose, à quand même construire une nation à partir de ce que nous, on a en ce moment-là, n'étant pas une colonie. Alors, est-ce que c'est pas une voie pour tous les pays qui ont subi le colonialisme de faire en sorte qu'on puisse vraiment mobiliser les ressources et ne pas être aveuglé par certains sentiments anti-américains. Moi, je dis juste comme ça parce que c'est une réflexion qui me touche, parce qu'on devrait se comprendre, mais en même temps, on ne se comprend pas parce que voilà, ils ont vécu en passé, les Africains, effectivement, en passé terrible avec la Russie. Mais juste en dernier moment... Écoutez, juste pardon, sur ce point, et vous continuerez, mais Louis Magloire, c'est très intéressant d'entendre cette représentante ukrainienne qui vous dit vous devriez être solidaire. Au fond, la Russie est une puissance coloniale. Comment est-ce que vous... je pense bien que ce n'est pas votre opinion à vous, mais vous êtes journaliste. Quelle est la réponse de tant d'Africains à cette objection-là? La première chose, c'est que pour beaucoup d'Africains, c'est une guerre européenne. À cause de la mondialisation, c'est devenu une guerre de la terre entière, puisque les sanctions obligent les Africains à prendre un parti d'une manière ou d'une autre. Donc, on est obligé quelque part de prendre parti pour les plus puissants, qui sont les Européens. Mais cela n'empêche pas les opinions de dire, quand vous prenez par exemple la situation en Éthiopie, où le pays a été coupé de l'Érythrée avec le soutien des Américains. Vous prenez le Soudan, qui a subi la même chose. Le Soudan du Sud a été libéré du Soudan parce que les Américains le voulaient et qu'ils estimaient que des musulmans étaient maltraités que des chrétiens étaient maltraités par des musulmans. Vous prenez la situation dans le Sahel aujourd'hui. Ce qui se passe dans le Sahel est sans nom. C'est-à-dire que c'est un massacre qui a lieu, une guerre qui a été inversée dans son cours parce que les armes qui ont été livrées en Libye pour renverser le colonel Muammar Kadhafi sont descendues vers le Sahel et sont devenues aujourd'hui un arsenal dont se servent les terroristes pour rendre la vie... Enfin, pour rendre... Mais pardon, Louis Magloire, qu'est-ce qui est reproché exactement aux Occidentaux? Quand on voit le déluge de commentaires africains, il y a souvent l'idée d'hypocrisie, que les Occidentaux sont hypocrites dans leur condamnation de la Russie. Pourquoi ce mot revient tellement? Le mot revient parce que des guerres comme celle, je reviens encore sur la guerre dans le Sahel, la guerre dans le Sahel est une guerre qui a été provoquée par la France et les pays de l'OTAN. Le budget dont on avait besoin au niveau du G5 Sahel pour régler cette guerre-là était inférieur à 2 milliards d'euros. Vous regardez ce qui a été dépensé en Ukraine depuis le début de la guerre, on est très loin de cela. Je ne veux pas dire qu'on va comparer les souffrances ou qu'on va dire que certains sont plus colonisés que d'autres. Mais le fait est que sur le terrain de la guerre aujourd'hui, ceux qui ont payé le plus lourd tribut aux guerres coloniales et post-coloniales, ce sont les Africains. Pendant la guerre froide, l'Afrique était le terrain de jeu des grandes puissances internationales. Et donc, elle ne se gênait pas pour financer des guerres au Mozambique, en Angola, au Cameroun ou ailleurs. Réaction à ce que vous disiez, Amiral Bichot, ça me frappait. Vous êtes très, voilà, ça vous secoue évidemment d'entendre cela, ces arguments-là. Encore une fois, c'est que beaucoup d'Africains partagent. Il faut quand même se souvenir que les guerres d'indépendance, maintenant, ça fait 70 ans. Alors, c'est sûr, les Occidentaux, ils ont eu tort de probablement manquer de discernement dans leur soutien, en particulier sur le continent africain, à des oligarques, on pourrait les appeler comme ça aujourd'hui, puisqu'on parlait de l'Ukraine, enfin à des despotes qui ont mis leur pays en coupe réglée et qui ont été des prédateurs sur leur propre pays. Mais nous, on a une pipe. Si les Africains, si les opinions africaines avaient été mieux éduquées, si elles avaient accepté toute l'éducation qu'on arrivait, si elles avaient arrêté de nous cataloguer comme d'abominables colonialistes, probablement qu'elles se seraient un peu plus prises en main et qu'elles auraient renversé plutôt ces gens-là. Bon, les Africains doivent leur malheur pour beaucoup à d'autres Africains. Ça date pas d'hier. C'est peut-être la faute des Européens qui étaient les colonisateurs de ne pas avoir formé suffisamment
les populations pour qu'elles puissent prendre la relève. Là, je pense que on ne peut pas remonter dans le passé en catégorisant comme ça. Didier François, vous connaissez si bien l'Afrique. Expliquez-nous, Louis Magloire l'a très bien expliqué déjà d'un certain point de vue, comment tant d'Africains prennent le parti clairement, parce que vraiment quand on voit le détail qu'a dit en donné certains, c'est pas de la demi-mesure, c'est clairement ils sont pour la Russie. Je pense que Louis Magloire a très bien résumé l'affaire en disant c'est une guerre européenne et on nous demande, nous Africains, alors qu'on se fout complètement de ce qui se passe chez nous depuis des années, de prendre position sur une guerre chez vous, parce que c'est chez vous, et vous nous demandez, vous nous imposez par les sanctions, etc., une prise de position. C'est ça l'argument qui pèse, pas dans toute l'Afrique, bien sûr, une partie de l'Afrique. La deuxième mais je me permets, non, ils vont plus loin que ça. Ils disent pas simplement c'est une affaire d'Européens. Beaucoup de ces réactions, et Kadine rappelait, disaient c'est une façon enfin de contrecarrer l'Occident, de contrecarrer les Américains. C'est la proposition que fait Poutine sur la réorganisation de l'ordre mondial. Et comme c'est un ordre mondial qui est défavorable à l'Afrique, grosso modo, en fait, les Africains sont dans la situation d'un certain point de vue des Polonais de l'autre côté. Pourquoi ils n'arrivent pas à répondre à Ludmilla qui a raison? La Russie est un empire colonial, comme l'a été la France, comme l'a été la Grande-Bretagne. Mais pourquoi eux ne le ressentent pas comme ça? Mais parce que c'est la France et la Grande-Bretagne qui les a colonisés, pas la Russie. La Russie, elle a colonisé l'Ukraine et elle a colonisé la Pologne, etc. Donc évidemment, leur histoire, leur vécu, leur ressenti n'est pas du tout le même. Or, qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui? Vous venez de renvoyer dos à dos les Chevalesa qu'on a entendus tout à l'heure et les Africains. Mais il a raison, mais les Chevalesa ne demandaient pas à l'OTAN d'ailleurs de démanteler les États-Unis. Voilà, pour que les choses soient claires, il a dit que eux et les peuples colonisés au sein de la Russie, qui l'ont été à l'époque de Catherine II, etc., le Caucase, etc., devraient faire leur mouvement de libération nationale, entre guillemets, comme l'ont fait l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. C'est ça qu'ils disent. Les Africains, eux, aujourd'hui, nous demandent, ils sont sommés, et souvent de manière très morale, de prendre position parce que c'est les Occidentaux qui leur demandent, et ils se disent, mais pourquoi on nous somme à nous de prendre position? Et je pense que la meilleure question, c'est celle que posait Ludmilla, c'est dire, nous, notre combat est un combat de lutte, de coloniser contre une autre colonisation. Patrick Martin-Jeune. Là où je comprends tout à fait Louis Magloire, c'est que on nous reproche beaucoup, il y a beaucoup de gens qui me le disent, on parle de famine, on parle des problèmes d'exportation de blé en Ukraine, mais nous, quand il y a des famines en Afrique, on ne parle absolument pas des famines qui se passent en Éthiopie, dans le Tigré, où il y a une crise alimentaire terrible. On dirait qu'on ne s'intéresse pas à l'Afrique. Et je crois que quelque part, on n'a pas complètement soldé l'héritage du colonialisme. Vous dites, ça fait 60 ans, d'accord. Mais attendez, moi, je parle avec des gens qui me disent, eh bien, la France-Afrique, ça continue à exister. Hein. Et donc, quand on voit le sentiment anti-français au Mali, on voit très bien que ça... Attendez, ça fait le jeu des Russes, ça fait le jeu des Chinois. En ce moment, au Mali, on est d'accord, va faire basculer l'opinion malienne, assez rapidement. C'est un peu irrationnel, si vous voulez. C'est un peu irrationnel ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que s'il y a eu un asservissement colonial de la part de la France ou d'autres, eh bien, demain, si la Russie continue comme elle le fait avec la Chine, il y aura un nouvel asservissement mondial au service de la Russie. Et c'est ce que veut Vladimir Poutine à son nouvel ordre mondial. Martin, il y a quand même un élément de surprise pour beaucoup d'Occidentaux. Moi, je me rappelle ce qu'on disait beaucoup sur les Africains revenant de l'Union soviétique, c'est qu'ils avaient été assez maltraités. Souvent, l'Union soviétique, il y avait du racisme, il y avait pas mal de racisme. Bien sûr. Voilà. Et il y en a toujours d'ailleurs beaucoup. Et en réalité, là, c'est le contraire qui se passe. Tant d'Africains qui disent « Vive Poutine !» quand même. C'est ça qui est en train de se passer. Les Africains qui ont été formés en Russie et qui ont vécu le racisme, ils sont aujourd'hui en Europe où ils travaillent au sein des sociétés européennes et dans le milieu européen. Vous avez plus de médecins dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris, de médecins béninois que de médecins béninois au Bénin. Bon, et ben voilà, ces gens-là, cette élite, elle est chez nous, elle est plus en Afrique. Et il ne faut pas s'étonner qu'en Afrique, il y a dans les opinions des choses qui nous étonnent et qui nous surprennent. Ludmilla Totieva, cette surprise de tant d'Européens, d'Occidentaux qui croyaient qu'il y avait une forme d'évidence de prendre parti dans cette guerre et qui se sont étonnés complètement. Non, mais il n'y a pas d'évidence, parce que ce qui se passe en Ukraine et cette opposition, cette guerre, elle révèle des oppositions des pays démocratiques et des pays qui ne sont pas du tout démocratiques ou autoritaires. Et pour moi, la question que je me pose, si j'étais par exemple à la place des Africains, qu'est-ce qui dit qu'ils vont vivre au mieux
si l'ordre mondial est changé. Qu'est-ce qu'il leur dit? Si Poutine, il envoie ses propres jeunes hommes, soldats, mourir comme du chair à canon, qu'est-ce qu'il peut dire? Quelle est la supposition qui va nous dire qu'en fait, il ne va pas traiter de la même manière, même pire, les Africains pour ses propres buts. Et la Chine, elle est déjà là. Pour certains, c'est déjà une situation du pire, en fait. C'est peut-être cet espoir. C'est pas pire. C'est pire. C'est juste d'être envoyé mourir quelque part dans un autre pays. Enfin, je vois pas où c'est mieux. Est-ce qu'il n'y a pas, pardon, un ressort plus civilisationnel disant le vieux monde se découd, c'est un nouveau monde. Le nouveau monde sera chinois, il sera brésilien, il sera indien, et la vieille Europe, les vieux occidentaux, les vieux américains. Allez, la roue de l'histoire doit tourner. Est-ce qu'il n'y a pas ce ressort, à tort ou à raison, chez une partie des Africains, chez une partie, oui. Oui, il y a le monde, c'est ce qu'on appelle le monde multipolaire aujourd'hui. On voit bien que le multilatéralisme ne fonctionne plus, qu'on fonctionne par grande dynamique continentale, voire sous-continentale, et donc chacun veut défendre ses intérêts. Et malheureusement, il se passe aujourd'hui un phénomène très grave, c'est qu'on voit la montée des pouvoirs autoritaires, et y compris en Afrique. Et donc, on voit bien qu'il y a une revendication. Lorsque Macky Sall, le président sénégalais, président de l'Union africaine, se rend à Moscou, c'est bien effectivement pour dire notre priorité à nous, c'est de manger. Vous comprenez, c'est ça aujourd'hui. Écoutez, Hélène Carrère-Dancos, elle était notre invitée tout à l'heure, et elle qui le dit, elle se sent superlativement européenne, elle comprend cette autre logique d'un certain nombre de peuples du monde qui disent l'axe du monde a pivoté, peut pivoter. Écoutez-la. D'accord. Les États-Unis, depuis la fin de l'URSS, ont en effet dominé la scène mondiale. Mais ce qu'il est en train de constater et ce qui se passe en Indonésie, le G20 où les Indonésiens ont invité l'URSS, la Russie, malgré l'opposition des Occidentaux, est très éclairant. Ça reproduit exactement, je dirais, et c'est pas par hasard, où s'est tenue la conférence de Bandung, la conférence du non-alignement, en Indonésie, à Bandung. Et ce qui se passe, les Indonésiens ont dit exactement ce que les non-alignés avaient dit en 1955. Nous ne sommes pas d'un côté et d'un autre, fichez-nous la paix. C'est ça. Voilà, où on voit réapparaître ces vieux, il faut se rafraîchir les mémoires, les non-alignés, cette idée qu'il y avait les Russes, les Américains, enfin les Soviétiques à l'époque et les Américains, mais et notamment le général de Gaulle qui a beaucoup joué sur cette fibre-là. Pierre Lebrun. Les non-alignés, c'est toujours, ça existe toujours, et c'est toujours important pour ces peuples qui se cherchent. Et on parle de l'Afrique, mais on trouve à peu près la même situation en Amérique latine. Oui, pareil. En Amérique latine, Poutine est considéré comme quelqu'un de tout à fait normal et qu'il mène une guerre de la même manière que les Américains ont mené des multiples guerres tout au long des 70 dernières années. Et on se rappelle, les déclarations de l'ancien président brésilien qui a de fortes chances de devenir le nouveau président brésilien, Lula, qui a renvoyé dos à dos Zelensky et Poutine, en disant, en tout cas, en prenant quasi la défense de Vladimir Poutine. Et puis il y a une chose, on a vu tout à l'heure des images muettes où l'on voyait le sommet de la mer Caspienne avec Vladimir Poutine et les dirigeants des pays riverains de la mer Caspienne, y compris l'Iranien Raisi. Et ce qui est important dans ce sommet qui s'est tenu la semaine dernière, c'est que ces pays se sont mis d'accord pour que le flux des denrées énergétiques, le pétrole, le gaz, etc., passent par la Caspienne et, d'une certaine manière, deviennent une partie de l'ancienne route de la soie que les Chinois sont en train de relancer sous l'appellation une ceinture, une route. Quelle est maintenant la dimension plus personnelle? On a parlé des grands rapports de force d'empire. Il y a quand même une équation personnelle. Vladimir Poutine, un personnage, même si Lech Walesa dit, même s'il y a un autre dirigeant, il sera pareil. C'est jamais tout à fait pareil. Il y a quelques éléments, notamment sur l'hypocondrie de Vladimir Poutine, qui frappe les esprits depuis quelques heures, qui montre à quel point la domination, disons, de son propre... l'organisation autour de lui est poussée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Darius. C'est une véritable bulle sanitaire qui est complètement opaque, qu'il a réussi à mettre en place. Elle est notoire et commentée. D'ailleurs, vous voyez sur ces images, cette obsession exacerbée durant la pandémie de Covid, eh bien, elle ne l'a pas quittée. Après 2 ans passés quasiment à l'isolement, eh bien, Poutine, il a repris ses déplacements, mais avec
tout un système de contrôle permanent autour de lui. Et nos confrères de la BBC indiquent par exemple que tous ceux qui sont susceptibles d'approcher Vladimir Poutine doivent observer 14 jours d'isolement, médecins, fonctionnaires militaires, qui que ce soit, ce qui fait qu'en fait une partie du personnel du Kremlin en fait vit une bonne partie de l'année à l'isolement. Alors, de quoi d'ailleurs décourager certains. Regardez ce que disait cet homme d'affaires proche de Vladimir Poutine et qui confirme ces informations. Rencontrer Poutine, qui a envie de rester enfermé entre quatre murs pendant 15 jours. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez toutes les personnes. Ils doivent également se prêter à de nombreuses analyses. 4 tests PCR pendant la durée de cette quarantaine, ni plus ni moins. Un premier contrôle des anticorps du Covid 2 jours avant l'isolement, un autre 2 jours après. Des tests de dépistage au SRAS, à la grippe, au staphylocoque doré, sans parler des prélèvements de sang, des prélèvements de sel. Si vous avez rempli ces conditions, vous êtes admis à rentrer dans la bulle de Vladimir Poutine, tout en gardant malgré tout une certaine distance. Voilà. Merci Kadi. À noter et à relativiser que certains dirigeants ont été reçus. Vous parlez de Macky Sall. Macky Sall, par exemple, il n'a pas fait de test, il lui a serré la main, etc. Comme quoi, rien n'est systématique, Pierre-Laurent. Et au sommet de la Caspienne, pareil, ils se sont donné des embrassades. Et pour la première fois depuis très longtemps, Poutine a donné une conférence de presse aux correspondants qui étaient là, dans la même salle, et à quelques mètres, à 2 ou 3 mètres de distance. Donc, il faut relativiser. Et cependant, des choses qui étaient vraies au moment de l'épidémie. J'avais posé la question à des oligarques qui disaient qu'ils ont passé dans les derniers mois une grande partie de leur vie à être à l'isolement parce qu'ils allaient voir Vladimir Poutine. Et ils devaient s'isoler, ils devaient partir une partie de leur vie dans les hôtels parce qu'ils obéissaient à cette règle très stricte. Psychologiquement, qu'est-ce que ça dit selon vous de la psyché de Vladimir Poutine telle qu'on peut l'observer? C'est peut-être pas la psyché, c'est peut-être simplement, comme certains le disent, qu'il est atteint d'une maladie sévère et qu'il craint les infections. Il y a peut-être 2 interprétations possibles. Il y a une interprétation politique. Tous les dictateurs finissent par s'isoler et sont tout seuls, c'est tout. Et donc, ils ont peur de... Et puis l'autre, effectivement, je vous rejoins, c'est pas uniquement pour la Covid, peut-être, effectivement, a-t-il une grande maladie. Et on revient là sur le chapitre du fait qu'il serait très malade. Le moindre virus pourrait l'atteindre. On parle de staphylocoque doré. Vous voyez, même pour le staphylocoque, on n'attrape pas un staphylocoque doré tous les jours, quand même. Donc ça veut dire qu'il a peut-être peur de la moindre infection qui pourrait dégénérer sur son état de santé. Sur le côté opaque et un peu arbitraire, en réalité, vous connaissez bien ces régimes, Didier François. C'est très intéressant de voir comment il joue de ça. Parce qu'effectivement, avec le président de la République, par exemple, la longue table, un jour plus tard, il est avec d'autres, notamment il a rencontré le dirigeant turc, je crois, la table de nouveau s'était raccourcie. Il y a une forme de jeu, y compris avec ceux qui font des pronostics. Oui, alors je pense qu'il y a honnêtement, le problème c'est qu'on est là, on va recommencer à faire de ce qui s'appelait avant la kremlinologie. Oui. C'est-à-dire, on essaie de comprendre. Alors, c'est quand même pas très loin de la boule de cristal, notre affaire. Il y a une fameuse citation de Churchill qui dit le Kremlin, c'est un secret dans un tiroir qui lui-même est dans une boîte qui elle-même est fermée à double tour. Ce qui s'y passe, pour dire franchement les choses. Donc, je veux bien me prêter à l'exercice, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, c'est très intéressant, pardon, je me permets d'interrompre, ce que vous dites est très clair. En réalité, on se rend compte à quel point tous les commentateurs disent à peu près n'importe quoi là-dessus, parce que, à part un tout petit cercle très restreint autour de Vladimir Poutine qui ne parle à personne en réalité n'a accès à des informations sur sa santé. On dit il a l'air bien, il n'a pas l'air bien, etc. Son Parkinson, son cancer, tout ça, c'est une gentille blague. C'est surtout que ça serait certainement un des secrets le mieux gardés avec les codes nucléaires russes. Enfin, franchement, pour arriver à ça, moi, j'ai pas cet accès au premier cercle. Ludmila Totieva. Je vais juste peut-être mettre notre attention sur l'autre fait, c'est par ces gestes de rapprochement, d'éloignement par rapport à des dirigeants qu'il voit. C'est plutôt une geste très symbolique, ce qui est très politique, qui montre qu'il est beaucoup plus proche et solidaire avec le monde autoritaire qu'avec le monde démocratique. Alors effectivement, là, ensuite de notre discussion de tout à l'heure, on voit que tous les non alignés ou les régimes autoritaires qui se regroupent,
voilà. Et pour moi, la question, qu'est-ce que l'Occident fait? Est-ce que nous, on se regroupe ou est-ce qu'on reste dans nos divisions et on se laisse diviser par des personnes qui ont tout l'intérêt pour diviser et pour régner? Alors ça, c'est la vraie question. Oui. Et après, on peut effectivement faire les spéculations sur Poutine, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va mourir ou pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une machine qu'il a mis en place pour régner ce pays. C'est toutes les forces de l'ordre, la manière dont ça... l'oligarcat et comment il a l'influence sur le pays qui, en fait, fait en sorte que la Russie elle est en état comme il est aujourd'hui. Alors, s'il s'en va, les personnes, vous écoutez peut-être les libéraux, les plus libéraux, voilà, des dissidents qui se sont réfugiés ici en Europe ou ailleurs. Je dirais pas qu'ils sont d'avis, d'avis totalement, ils ont abandonné l'envie impérialistique de la Russie. Non, je pense pas qu'ils ont abandonné ce désir. Il y avait plusieurs qui ont souligné que non, en fait, on voudrait bien garder l'Ukraine et tout ça. C'est-à-dire que même dans les gens les plus libéraux, ils sont restés dans cette passé impérialiste. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe à autre chose et que la Russie, elle arrive à digérer, en fait, tout ce passé colonial quand il était colonisateur et à construire finalement un État qui marche. Votre avis, parce qu'on voit qu'il y a tous les kremlinologues du monde dissertent sur Vladimir Poutine, son existence physique. Est-ce que c'est un enjeu où, comme Lech Walesa le dit dans l'interview dont on parlera demain, pour lui, Poutine ou pas Poutine, le dirigeant suivant de la Russie risque bien de continuer la même logique. Quel est votre avis là-dessus? Le vôtre? Oui, parce que la Russie, elle ne peut pas être régnée sauf par un homme très fort. Et un homme très fort, il va avoir le même comportement comme Poutine. Parce que, comme on a précisé, il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs fédérations, sujets de cette fédération. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Pierre Laurent? Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est intéressant parce que Pierre Laurent est d'accord avec Lumia Toutieva, là sur un point en tout cas, ce qui n'est pas... On est d'accord sur de nombreux points, on s'oppose sur d'autres points. Allez, ça en fait un. Mais en ce qui concerne la Russie, Napoléon disait, la politique d'un pays est dans sa géographie. Oui. Ouais. On ne peut pas maintenir un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires comme sur la principauté de Monaco ou sur le Liechtenstein. Ce n'est pas possible. Il faut une administration puissante, il faut une puissance politique qui contrôle l'administration, donc par conséquent, les États-Unis d'Amérique vivent sur un certain nombre de fuseaux horaires, ça reste quand même un exemple pour les démocraties. Ils n'ont jamais eu la démocratie comme modèle, et c'est vrai que lorsque vous regardez la constitution de la Fédération russe, qui derrière elle signe une transition démocratique, et il y avait des gouverneurs qui avaient une certaine autonomie, et naturellement depuis 20 ans, eh bien, Vladimir Poutine a renié cette autonomie, et plusieurs gouverneurs ont démissionné, les gouverneurs étaient élus, ils ne le sont plus, ils peuvent être révoqués. Donc on voit bien aujourd'hui que cette transition démocratique a été un échec. C'est-à-dire le problème du passage de l'économie planifiée à l'économie du marché, c'est que les aigrefins se sont glissés partout, les oligarques se sont développés, les gouverneurs ont eu tendance à devenir eux-mêmes des oligarques, et il fallait à un certain moment mettre de l'ordre. Pierre Laurent, pardon. Je me permets petite parenthèse, le mot libéral, Dieu sait si la mauvaise presse, même en France d'ailleurs pour d'autres raisons, mais dans un grand secteur de l'opinion, mais en Russie, il est très mal vu pour ça, parce que la période de libéralisation économique, ça a été le bordel, pour dire en bon français. Ça a été un traumatisme. Moi, j'ai vécu à Moscou à cette époque-là. Honnêtement, l'effondrement de l'Union soviétique, à la fois, était politiquement une très bonne chose, mais a été, en termes de mode de vie au quotidien, par l'ensemble, d'ailleurs pas que les Russes, pour tous les anciens membres des pays, ça a été terrible. Il n'y avait plus de travail, les retraités ne touchaient plus leur pension, les gens étaient payés en nature, étaient obligés de vendre dans les rues leurs manteaux. Ça a été un traumatisme terrible. Et les cicatrices de ça, quand Vladimir Poutine dit qu'il lutte contre le libéralisme, le mondialisme, évidemment, ça a de l'écho chez une partie des Russes. Oui, évidemment, c'est là-dessus qu'il a fait. En plus, après, la guerre en Tchétchénie a quand même aussi été... Mais il y a quand même... C'est là que, pour le coup, c'est intéressant. Je pense qu'il faut revenir à ce que disait Lumila tout à l'heure sur démocratie, totalitarisme. C'est-à-dire, la Russie, finalement, s'est rejetée rapidement dans les bras de ce qu'elle a toujours connu, qui a été le totalitarisme, qu'à l'époque du tsarisme, puis sous les bolcheviks, puis ensuite l'Union soviétique. Et c'est pour ça alors que l'Ukraine a fait le choix
d'une tentative de... Alors, ça n'a pas été simple, ça pas... C'est pas fini. C'est pas fini, oui. il y a encore des oligarques, mais a choisi de faire une expérience démocratique pendant la même période. Et là, donc en Russie, elle a duré quoi, 3 ans? 91, 93, ça a refermé avec les comment s'appelait, les ministères de force qui ont repris le pouvoir. Et puis, alors que en Ukraine, alors ça a été très chaotique, ça a été très compliqué, mais ils ont fait cette expérience-là. Et donc, c'est vrai que cette espèce de contre-exemple à ce qu'aurait pu donner la Russie a été finalement inacceptable. Je vais dire simplement que l'étoile, le symbole du libéralisme politique et économique, Boris Nemtsov, a été assassiné à quelques encablures du Kremlin. Et lorsqu'on parle du libéralisme, pas uniquement le libéralisme économique, mais ce que ne veut pas Vladimir Poutine, c'est le libéralisme politique. Et c'est pour ça que Nemtsov a été assassiné. Voilà. Bon, l'assassinat de Nemtsov, il y a beaucoup de zones troubles, mais bon, moi j'étais correspondant justement de 92 à 2001. À Moscou, j'ai tout vu. Et ce n'est pas réellement ce que l'on raconte. Effectivement, c'était dramatique, c'était épouvantable. Lorsque je suis rentré, j'ai poussé un soupir de soulagement parce que j'en avais marre des conditions de vie, d'une politique qui ne menait nulle part. Mais j'ai vu progressivement les choses s'améliorer. Progressivement, très lentement. Effectivement, les oligarques ont pris le pouvoir. Et l'une des choses que les Russes savent gré à Poutine, c'est d'avoir mis de l'ordre parmi les oligarques. Et que, à partir de 2001 et de 2002, les oligarques ont joué dans le camp du pays et non pas contre le pays. Et il y a eu une classe moyenne aussi, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, Vladimir Poutine a eu, parce que c'est compliqué, parce qu'il a évolué, hein. Mais le début, effectivement, alors, il a été d'une violence terrible avec les oligarques, il les a remis au pas, puis il a remis des gens à sa place, et les Russes en étaient heureux, parce qu'effectivement, ils s'étaient fait quand même plumés par les oligarques, mais c'était une manœuvre politique. Derrière, il a mis en place une classe moyenne, et puis après, c'est parti en sucette. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, excusez-moi, mais en 2012, les 2/3 des députés de la Rada étaient millionnaires. Oui, mais je conteste pas ça. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a fait l'expérience politique démocratique qui, certes, n'est pas encore aboutie, et peut-être il a ses défauts, mais sauf que nous, on n'a pas eu la même personne pendant 20 ans, on a eu nos échecs, on assume les responsabilités et tout ce qui va derrière, mais on ne veut pas du tout avoir le même système et soi-disant une stabilité comme en Russie sans les pouvoirs politiques. Je pense que ce qui est primordial et ce que malheureusement le peuple russe il n'arrivera pas peut-être à passer le cap, c'est de passer en sorte que les libertés démocratiques sont primordiales sur les choses économiques. C'est comme ça en fait que ça évolue, parce que sinon vous ne pouvez plus dire quoi que ce soit. Vous êtes peut-être élu et aujourd'hui, en Russie, vous êtes condamné pour 7 ans en prison. Et c'est comme ça. Enfin, là-bas, sur ce point-là, on rentre dans l'économie de guerre ou autre chose. Mais les gens ne vont pas profiter du développement de leur pays. Et les oligarques, ils puisent le pays. C'est ça le problème. Enfin, tout le monde ne profite pas. Ludmila Totiava, depuis le début de votre discussion, on voit à quel point les Occidentaux sont divisés quant à la conduite à tenir face à Vladimir Poutine. Ça ne s'arrange pas vraiment avec la disparition de Boris Johnson de la scène politique. Les Ukrainiens en particulier, le président Zelensky la déplore. Écoutez-le. Dans l'après-midi, j'ai parlé avec lui et je l'ai remercié pour le soutien que nous avons reçu depuis le premier jour de la menace terroriste russe. Le rôle de la Grande-Bretagne dans la protection de la liberté est véritablement mondial. Et bien que cela soit le reflet de la position de la société britannique, le leadership et le charisme du chef de l'État revêtent toujours une importance particulière. Voilà, la perte de Boris Johnson pour les Ukrainiens, perte politique. Bon, on verra il y a une suite, il y aura un Premier ministre britannique, mais ça résonne particulièrement dans ce moment-ci pour les Ukrainiens. Oui, ça résonne effectivement parce que voilà, c'est vrai que l'Angleterre, le Royaume-Uni, on a pu lier avec une amitié un peu particulière avec l'Ukraine. Effectivement, on l'appelait notre cosaque de Royaume-Uni et tout ça. Mais après, il y a une image, pardon, c'est vous qui nous l'avez amené, c'est dans le musée de Tchernihiv, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le musée de Tchernihiv, ils ont fait une sorte de tableau où Johnson, justement, il est habillé en cosaque. Ça, c'est aussi. Et là, on voit
le parti pris parce qu'il est plutôt flatté par la peinture. Enfin, il est aminci. En général, quand on flatte quelqu'un, on l'amincit toujours un peu. Plus coiffé que d'habitude. Oh, il est pas... Après, en fait, le reconnaître. lui, il était consacré par l'ordre de Cosaque de Tchernigiv d'être un Cosaque. Alors, c'est un geste complètement symbolique, mais je pense que Johnson... plutôt par la posture et la position qu'il a pris face à la Russie, il nous a tellement pris au cœur. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les efforts d'autres alliés qui sont là pour nous aider. Avec la peinture, faites-nous l'explication de... peinture. Alors, il y a d'un côté Big Ben, évidemment, et puis de l'autre côté, c'est quoi si on peut réafficher la peinture, une si belle peinture, il ne faut pas l'enlever si vite. Là. Valentin Pat, notre chef d'édition, il n'est pas amateur de peinture. Là. Regardez. C'est la cathédrale, la Laure de Kiev, je pense. C'est la Laure de Kiev, oui. Voilà, et du coup, c'est ça qui est intéressant parce que, après, pour les Ukrainiens, ça ne signifie pas forcément que l'aide que le Royaume-Uni a apportée en Ukraine, ça va se terminer. Je pense que globalement, le gouvernement, il va tenir la même ligne parce que c'est le Parti conservateur qui va prendre le relais. Et moi, je pense que ça va même être beaucoup plus dur. Ça va durcir face à la Russie avec le nouveau gouvernement. On va voir. Et ça montre quand même qu'il y a de vraies différences. On cherche parfois à les nier quand on dit mais non, l'Union européenne, on est tous unis. Et puis même au-delà de là, non. Entre le Boris Johnson et sa politique et les Allemands dont on parlait tout à l'heure qui continuent à acheter plein pot et au tarif fort du gaz, il n'y a pas la même histoire. Mais enfin, mais quand on est en guerre, en principe, il ne faut pas avoir des opinions trop différentes si on est dans le même camp. C'est la dictature. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait tous des opinions très différentes. Ça n'a pas fini par empêcher les démocraties de gagner. Bon point. Et non seulement elles avaient des opinions différentes, mais elles étaient même alliées avec Staline. Il faut quand même y aller. Ah oui, bon, je pense que... Quand je pense qu'à Kiev, aujourd'hui, la principale préoccupation politique du président ukrainien, c'était la démission de Boris Johnson et dire qu'on avait besoin de chefs d'État charismatiques. Quand on voit qu'il a manipulé, trompé tout le monde au Royaume-Uni, il a fait exactement la même chose avec Volodymyr Zelensky. Je ne dis pas qu'il n'a pas été courageux, mais je veux dire, on a l'impression qu'il avait complètement ensorcelé Zelensky parce qu'en fait, il a passé son temps à enfoncer un coin entre les pays de l'Union européenne en disant le Royaume-Uni, il va faire bien mieux que les autres. Alors effectivement, il a aidé militairement, mais globalement, il n'a pas fait plus que les pays de l'Union européenne. Mais on a l'impression qu'il a fait une telle politique de communication en Ukraine qu'il a complètement conquis le cœur des Ukrainiens. Ça, c'est vrai. Mais je voudrais dire une chose, c'est que donc Johnson ou pas, le Royaume-Uni sera un soutien encore très important pour l'Ukraine. Ça ne changera pas, car le Parti conservateur au pouvoir et les Britanniques, de façon générale, sont vraiment engagés à fond pour la défense. Patrick Martin, Pierre Laurent. Dans le rapport des promesses d'armement et la réalité de l'aide, le Royaume-Uni est vraiment très très mal placé parce qu'il a promis le double de ce qu'il a donné. Oui, tout à fait. Et il ne peut pas le donner plus parce qu'il en a moins que nous. Alors, vous vous rendez compte? Juste pour dire l'armée de terre britannique est 2 fois moins puissante que l'armée de terre française. À partir du 24 février, le Royaume-Uni, en fait, nous, on a reçu l'aide autour de 2 milliards de livres. Alors ça, c'est pas négligeable. Effectivement, c'est parce que aussi, le Royaume-Uni, il a pu être en des pays qui coordonnent énormément tout ce qui est l'aide militaire en Ukraine, y compris la France. Mais la question, je pense, elle n'est pas là. C'est par rapport à des illusions qu'en Europe continentale, malgré tout ce que Poutine fait en Ukraine, il y a ces illusions vers la Russie, vers Poutine, qui persistent. Et par exemple, chez les Anglais, au Royaume-Uni, il n'y a pas d'illusions et des fausses sur la Russie et sur les buts de guerre de Poutine en Russie, mais aussi en Europe. Effectivement, Johnson, il a joué son jeu, essayant de comment dire, peut-être comme les Européens le voient, diviser l'Europe. Mais pour nous, on a la guerre et c'est maintenant qu'il faut... une aide et on est très reconnaissant à tout le monde qui a pu prendre une position et mobiliser de l'aide. Mais moi, j'aimerais bien que, par exemple, Mme Ursula von der Leyen soit faite citoyenne d'honneur d'une ville là-bas, alors que c'est Boris Johnson qui va être fait citoyen d'honneur d'Odessa. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais je pense que ça va venir peut-être pour Ursula von der Leyen. Est-ce que ça ne montre pas quand même qu'il y a une petite différence, même dans la parole? C'est pas indifférent quand on est en guerre. C'est pas les paroles, ce n'est pas que des mots. C'est très fort ce qu'a dit Boris Johnson tout au long de cette guerre. La clarté qu'il a eue pour l'Ukraine et pour la guerre. Il faut dire ce qui est, c'est le plus guerrier. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le petit problème de l'Ukraine vient quand même du fait qu'en 1994, ils ont accepté un désarmement nucléaire
par les accords de Budapest, en échange du fait qu'on leur garantissait des frontières et leurs frontières internationalement et leur sécurité, et que les deux pays qui étaient garants normalement de cet accord, c'était la Grande-Bretagne qui l'ont signé et les États-Unis. Et que jusqu'à présent, ils l'ont pas vraiment fait appliquer leur affaire. Donc il y a peut-être une autre façon aussi de faire oublier ce léger débat. Là, vous avez un plateau de Français, vous lâchez Boris Johnson et ils disent tous... Non, mais en fait... C'est formidable, donc la parole est importante. On ne sait pas pourquoi les Ukrainiens se tromperaient complètement. En fait, vous n'êtes pas au courant, mais Boris Johnson, il n'a pas donné d'armes. Il a donné quand même. On ne peut pas dire ça. Il n'a pas donné beaucoup parce qu'il ne pouvait pas donner beaucoup. On a 10 000 soldats qui font l'entraînement chez eux. Voilà, Attendez, laissez la voix ukrainienne, oui. Non, mais on a des soldats qui font l'entraînement aussi en Grande-Bretagne. Oui, voilà. Les NLO ont eu droit à un clip, et à juste titre. C'était des armes anti-chars qui ont permis de gagner la bataille de Kiev et qui ont été formidables. C'était un vrai game changer, comme on dit chez les anglo-saxons. Et donc ça a vraiment marché. Il y a des points qui marchent. Pierre Laurin, cette opposition quasi historique entre Londres et Moscou, là, quand on parle de permanence historique, c'est très frappant de voir à quel point... Madame Thatcher, elle avait compris Gorbatchev, il y avait une espèce de lune de miel politique, mais à part ça, il y a une espèce d'opposition historique très forte. Grand jeu. Avant, il y avait tout de même Churchill qui avait dit que si la Grande-Bretagne s'alliait avec le diable, elle trouverait toujours quelques mots à dire, aimables à dire sur justement Satan. Bon, non, il y a la Grande-Bretagne et la Russie, c'est une histoire. Je t'aime moi non plus. Là, on est dans la phase moi non plus. Précédemment, on était dans la phase je t'aime. En fait, là où ça a changé, c'est lorsque la politique américaine est réellement devenue, on a compris qu'elle était anti-russe, et le Royaume-Uni, même s'il faisait partie de l'Union européenne, s'est aligné sur les Américains. Et c'est là que vraiment... Et cependant, dans l'esprit guerrier, militariste des Anglais, il y a quand même des permanences étonnantes. Ce moment où, après la guerre, Churchill caresse au moment l'idée de poursuivre la guerre contre Staline, qui paraît inouïe du point de vue des Français. C'était inimaginable. Alors, il n'y a pas cru longtemps, mais il a envisagé l'idée que... On avait vaincu Hitler, mais peut-être qu'il fallait poursuivre la guerre même contre... Oui, je suis d'accord, mais ce sont des chimères. De la même façon qu'il avait prévu les États-Unis d'Europe, Churchill, vous vous rendez compte, c'est lui qui avait lancé... Mais sans lui. Mais sans lui. Oui, ce qui est quand même une certaine nuance. Le double jeu qui est joué par également... Vous parliez d'économie, très important, mais il faut savoir que les oligarques vivent très bien à Londres et que Johnson avait des liens particuliers avec les oligarques et qu'il a refusé jusqu'à présent son gouvernement de sanctionner et de confisquer les biens Patrick Martin-Genier, on évoquait tout à l'heure, ce côté très guerrier des Britanniques contre la Russie. Dans cette même ligne, écoutez Lech Walesa,